Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis, vous travaillez pour l'éducation nationale et vous en avez marre de ces mômes ingrats. Vous voulez leur péter la tronche et intégrer une horde sauvage pour vous venger. Alors vous êtes les bienvenus à la table de la nuit américaine. Installez-vous, on va tout vous expliquer. On termine ce mois-ci consacré au western par le film de Sergio Solima, le dernier Face à Face, Faccia Faccia, sorti en 1967. Dans les rôles principaux, nous retrouverons Thomas Milian, Gian Maria Volante, William Berger et Yolanda Modio. Le dernier Face à Face est disponible en SVOD sur Prime Video. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de cette tentative de gentrification du Texas et de la catégorie senior des psychopathes en traitant du film Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, disponible sur Netflix depuis le 18 février dernier. Et puis nous irons nous enfermer dans une clinique bien sympathique plongée dans le noir en vous parlant du film de Corinna Face, The Power, sorti en salle le 16 février. Et bien évidemment, on terminera ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale qui animera nos débats. Après le Sergio opératique, le Sergio sadique, Sergio Solima, serait-il le pendant philosophique du western italien? Pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné d'Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour Mike. De Loris. Bonjour Loris. Bonjour. Et de Mathieu. Et avant de vous donner la parole pour un premier tour... J'essaie de placer péniblement mon bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mike. Bonjour. Donc avant de vous donner la parole, c'est moi qui distribue tout ça. Pour un premier tour de table, je vais pitcher le film. Donc, et donc ça va. Ouais, donc c'est un professeur qui est pris en otage par un hors-la-loi et à son contact, il prend goût à la violence et se transforme en criminel sans pitié. C'est bon. C'est lapidaire, mais c'est très juste. Un un pitch, c'est lapidaire. Et toi, dans le genre lapidaire, qui te pose là. Non, en fait, t'as tout à fait raison. C'est ça. C'est comment, en fait, surgit cette appétence pour la violence dans quelqu'un qui représente, en fait, surtout un milieu intellectuel et réfléchi et moral. Et comment tu bascules. Et qui éduque les gens comme ça. Au final, la première scène, c'est il éduque une classe entre ce qui est bien et le mal. Enfin voilà. Exactement. Et donc c'est ce qui est bien. Et la question parle du pendant philosophique du western. Et c'est moi ce qui m'a marqué dans ce film. Je me suis pas tant accroché à la mise en scène ou quoi, parce que que j'ai trouvé par moments un peu vieillotte. Mais ça c'est moi. Mais voilà. Mais a priori, avec les vieux films, je me suis beaucoup plus raccroché au dialogue et aux idées véhiculées, tu vois, dans les conversations et ces choses-là. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment un film chouette pour ça. Ça a été mon point d'accroche, quoi. Du coup, j'étais déjà content d'en trouver un. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est pas toujours le cas quand tu regardes des vieux films. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à regarder ça. Et même si le scénario est un peu cousu de fil blanc, mais ça c'est parce que peut-être en 67 c'était pas le cas, donc voilà, peut-être que je l'ai mal perçu, mais les acteurs je les ai trouvés très bons, et puis voilà, une certaine tension dans plusieurs scènes qui m'ont aussi bien tenu, donc globalement c'est un film que j'ai apprécié regarder, et je me suis pas ennuyé, donc pour moi c'est toujours un bon point, quoi. Éléonore? Eh ben moi je connaissais pas du tout Sergio Solima, donc merci à la nuit américaine. Service, hein. Moi non plus je connaissais service. pas. Ouais, ben du coup c'est vrai que j'avais plutôt vu moi des films de John Ford par exemple, ou La rivière sans retour. C'est des films de western
Spaghetti, je vais y arriver. Ah, tu dois boire. Tu ne dis pas spaghetti. C'est vrai que je connaissais moins. Tu dis Pardon. western latin, italien, européen, si tu veux. Européen, pardon. Mais oui, mais c'est un trait de marque, mais enfin c'est. Oui, bien C'est sûr, bien sûr. C'est un... Et Enchaîne. Ouais, j'essaye, je rame. Et ouais, j'ai bien aimé cette histoire d'escalade de la violence et le lien qu'on peut en faire avec le lien qu'on peut faire entre l'intelligence et cette violence et la métamorphose des deux personnages. Ouais, c'est ce que j'en retire surtout. Et la dangerosité quand tu allies l'intelligence avec le désir de violence. Ce qui te rend encore effectivement beaucoup plus dangereux. Je pense qu'il a été un peu sensible à la période fasciste, c'est ça certainement. Oui, après de toute façon, alors on va reparler de Sergio Solima, mais effectivement quand on parle des Sergio, on dit toujours effectivement qu'il y a 3 Sergio. Il y a Sergio Leone qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que tout le monde se réfère auprès de Sergio Leone, mais c'est tout à fait normal. C'est lui qui a posé les bases du western italien. Il y a Sergio Corbucci qui est devenu extrêmement célèbre ces derniers temps grâce à Tarantino, parce que même si Sergio Corbucci c'était l'autre Sergio célèbre pour les aficionados de western italien, la plupart des gens actuellement ne le connaissaient pas, si ce n'est maintenant grâce au Django de Tarantino. Et il y avait le 3e Sergio, qui est Sergio Solima, qui n'a fait finalement que 3 westerns. Mais 3 westerns qui, à mon sens, surtout celui-ci, sont des films majeurs. Oui, dis-moi. Et comme celui-là est écrit par Sergio Donati, c'est une sorte de... C'est ça. En fait, t'as raison, parce que c'est le 4e Sergio. Sergio Donati, il travaillait déjà avec Léone. Oui. En fait, après, on parle de ces cinéastes, mais il y a aussi des scénaristes qui sont hyper importants dans le western italien. Donc, t'as cité, il y a Donati, t'as Vincenzoni, t'as Franco Solinas. Franco Solinas, c'est hyper important parce que tous ces mecs-là sont très marqués par la contre-culture et surtout par des revendications politiques de gauche et d'extrême gauche. Ils viennent tous de là, hein. Tout ce western italien, c'est ça, hein. C'est marqué par ça. Quand les films de Sergio Solima, moi je pense à ses films précédents. Donc il a fait 3 westerns, hein. T'as Colorado, aussi avec Thomas Milian et Lee Van Cleef. T'as là donc Faccia Faccia et après t'as Saludos Hombre, aussi avec Thomas Milian, qui reprend le personnage de Cuchillo. Cuchillo, c'est Cuchillo Sanchez, c'est un peón. Dans le cinéma italien, c'est très important, c'est le paysan mexicain, qui est une figure, en fait, de la rébellion. Et le petit peuple qui reprend le pouvoir, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, il y a toujours eu cette espèce d'allégorie du peón et du Mexicain, on va dire, bêtement, du tiers-monde à l'époque, hein, qui s'oppose aux États-Unis, à l'impérialisme américain. C'était vraiment ça. C'est pour ça que Thomas Milian, c'était une énorme star. C'était une grande star en Italie, mais aussi dans tous ces pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Ils lui ont mis une belle perruque. Ouais, quand même. C'est une perruque. C'est une perruque qui est très grossière, mais alors oui, ça, effectivement, sur le moment, tu peux trouver ça ridicule. Ça, je le comprends parfaitement. Mais ça fait partie, en fait, de tous ces tics visuels qu'on a dans le cinéma italien. Quand le film débute, on reprend tous les clichés qu'on peut retrouver dans le cinéma italien, tout le côté un peu grotesque. On en a parlé il y a 2 semaines avec Django, le côté justement un peu, non pas cliché, mais le côté un peu légèrement parodique, tu vois. Et on surjoue tout ça. Mais parce qu'on se rend très vite compte, quand plus le film avance, que tous ces oripeaux et toute cette manière de grimer des personnages pour les rendre outranciers, ça va se déliter, puisque les personnages ne sont pas tels qu'ils sont réellement. Et cette évolution des personnages, ça en fait, t'es obligé de voir cette évolution uniquement à travers des archétypes, tu vois, qui te sont présentés de prime abord, avec cette outrance aussi bien visuelle que par la manière de s'habiller. Surtout que l'évolution de Brad, elle est comment dire, elle est fulgurante. Il devient effectivement méchant entre guillemets, mais tu le vois aussi sur son accoutrement, quoi. Au fur et à mesure, à la fin, il a limite du noir sous les yeux, avec une chemise noire qui représente une sorte d'antagoniste en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. C'est comme tu disais, Éléonore, c'est l'évolution de la relation entre les deux personnages, l'évolution miroir en fait, où Brad, qui lui est intelligent, va comprendre justement à quoi sert la guerre et finalement que le pouvoir, c'est pas mal du tout. Lui qui est malade, qui est très important ça, qui est un peu des chétif, peureux. C'est pour ça qu'il quitte son boulot et parce qu'il est malade. Exactement. À cause d'une maladie, tuberculose. Tuberculose. Et là, sa première confrontation avec le père de Beauregard Bennett, interprété par Thomas Milian. Il le sauve quand il le sauve. Il le sauve. Il représente quoi ? Il représente en fait une certaine frange, parce que ça aussi c'est dénoncer une certaine frange de la gauche humaniste qui va vouloir défendre, tu vois, le criminel,
vois, qui va l'aider. Oui, bien Donc, sûr. que quand tu vois ça, ça peut te sembler effectivement vertueux, Oui. mais finalement, du coup, ça va se retourner contre lui. Mais pour lui, ça va être l'occasion, effectivement, de se confronter à ce que devrait représenter le mal. Sauf que là, j'ai mis un petit bémol, c'est que Thomas Milian, sa réputation, on va dire maléfique, finalement, elle n'est pas si représentée que ça. Parce que Thomas Milian, quand il apparaît, déjà, il apparaît comme une victime. Parce que il s'est fait arrêter, il est blessé. On sent que derrière ça, de par ce qui est évoqué, il y a un potentiel mauvais en lui. Il Mais fait pas peur en fait. Il fait pas peur. Et c'est pour ça que la transition n'est pas très abrupte. Tu vois, le passage, en fait, surtout pour Thomas Milian, qui devient tout d'un coup plus empreint de moralité, de justice, tu vois, dans son évolution, ça n'est pas tellement déroutant parce que on le sent venir. Ce qui fait plus peur, en fait, c'est comme on le soulignait, c'est de voir que quelqu'un d'intelligent peut être corrompu aussi vite. C'est ça qui fait peur. Et notamment, dès qu'il est en contact avec l'arme à feu, où je crois que j'ai noté 3 phrases qui décrochent bien, qui montrent bien l'évolution en fait du personnage. Où au début, il dit, ça c'était vachement intéressant, il dit que quand on a une arme, c'est difficile de faire la différence entre un abus de pouvoir et la survie. Déjà, ça pose le cadre sur qu'est-ce qu'un méchant, à quoi il sert, l'existence de tout ce monde-là qui opprime les autres, etc. Ensuite, il va dire, il est vrai qu'en l'empoignant, donc en parlant de l'arme, on a une étrange sensation de pouvoir. Donc là, c'est assez évident. Et à la fin, il dit, c'est ça qui est extraordinaire, qu'un homme comme moi soit resté en retrait tant d'années avant de découvrir son potentiel. Réalises-tu ce qu'un homme brillant peut faire dans ce pays où les hommes les plus frustrés et ignorants ont pu faire la loi? Et là où tu vois justement l'apothéose de ce mec intelligent qui... Donc il a conscience de son intelligence. Il a conscience de sa méchanceté en fait. Et Oui, de son- la fascination pour le pouvoir. de la potentielle, que ça peut effectivement lui donner plus de pouvoir que les autres. Beaucoup plus. Et on le voit, puisque... Et parce qu'il veut s'inscrire dans l'histoire. Parce que c'est quelqu'un qui, depuis le début, n'a pas sa place. Il a du mal à trouver sa place. Déjà, comme tu disais, il est chétif et malade. Mais en fait, il a besoin de s'inscrire dans l'histoire. Et la meilleure manière de s'inscrire dans l'histoire dans cette époque-là, c'est que, qui plus est quand tu es brillant, c'est de devenir plus mauvais que l'autre, que l'autre qui est en face. Quand il explique, c'est dialogue qui est génial. Quand il dit, une personne, c'est un hors-la-loi. 100 personnes, c'est un gang, je sais plus. Ouais. 100 000, c'est une armée. Et la violence de masse, celle-ci, tu vois, est acceptée et se justifie pour s'inscrire dans l'histoire. Et c'est ça ce que je veux faire. Donc, très clairement, quand tu parlais de fascisme, c'est ça. C'est le type qui a un savoir et qui sait embrigader un peuple, tu vois, pour le conduire là où il veut aller. Il veut pas braquer des banques. Il veut s'inscrire dans l'histoire. Et tu t'inscris dans l'histoire par la violence. La définition d'un dictateur. C'est ça. Et ça rend vraiment le personnage fascinant. Cette évolution-là. Alors que Bennett, dans l'autre sens, lui, devient plus humain petit à petit. Et on le voit. Bon, il est fait prisonnier à un moment. Et il revient à la fin. Et c'est là que moi, je pensais qu'il allait y avoir une sorte de duel final entre les deux, mais qui n'apparaît pas. Il y a un premier duel. C'est là où il prend conscience effectivement que Bennett, il a vidé son que arme. Brad est parti de l'autre côté, qu'il a basculé. C'est quand après le viol de Maria. Ouais. Scène très compliquée, peut-être on voudra en parler. C'est extrêmement tendancieux. Mais du coup, il le provoque en duel. Il lui remet une arme et effectivement, elle n'est pas chargée. Alors qu'avant, il avait effectivement une appréhension des armes à feu, même s'il l'a trouvée fascinante. Beauregard ne dégaine pas parce qu'il sait que l'arme en face n'est pas chargée, sauf qu'il a conscience que tu aurais tiré. Exactement. Il n'aurait pas touché parce que Thomas Milian, Beauregard aurait été plus rapide, mais c'est que la volonté de tuer était là. Exactement. Moi, j'ai pas compris pourquoi il a violé cette femme. Parce que c'est pour avoir une emprise encore sur elle et sur le groupe et sur le pouvoir. Dis-nous, Elena. Je voulais en parler après en fait. Ah pardon, on te lancera après, tu peux le faire maintenant. Enchaîne, vas-y, enchaîne. Vas-y, dis-nous. Moi, je voulais simplement parler un peu de la place des femmes de manière plus globale dans les westerns. Parce que souvent, qui dit western dit testostérone, cow-boy, indien, tout ce qu'on aime. duel, truelle même. Truelle. Je l'appelle, mais... Trouble. Donc le fait de faire des duels à 3, des plans rapprochés évidemment sur des regards bleu azur, des Winchester, des chevaux, enfin je vous passe tous les détails, Ennio Morricone au passage. Et bref, en fait c'est des films de bonhommes quoi, en gros. Et donc la place des femmes dans tout ça, elles sont souvent cantonnées à la place soit de la chanteuse danseuse de saloon, de prostituée, de veuve, ou parfois avec un peu de chance
de l'institutrice. Mais où est le problème finalement? Bah alors attends, C'est la provocation, je dis exprès. Il y a aussi souvent la femme mère qui s'occupe du foyer, qui est toujours en attente. Alors elle va tomber dans les bras du cow-boy, en gros, qui revient de sa balade à cheval, recouvert de poussière, tout crasseux. Il a pu partir une semaine, un mois, des années. Elle va quand même lui tomber dans les bras. Là, je pense par exemple à la copine de Martin dans La prisonnière du désert avec John Wayne. Quand t'as Martin qui se barre, donc en fait, quand il veut, il laisse sa bien-aimée pleurer jusqu'à son retour. Elle a dû attendre 5 ans quand même pour qu'il revienne définitivement, puisqu'il cherchait sa sœur qui s'était fait enlever par des Indiens. C'est un petit exemple. Ouais, et en plus, là, pour ce film, c'est encore plus complexe que ça. Oui, mais ouais, mais on va pas développer parce que ça, c'est un film qu'il faut absolument voir, parce que justement, la relation, à savoir le rôle paternaliste que peut avoir, et même raciste que pourrait avoir John Wayne dans ce film par rapport à la représentation des Indiens, et enfin bon, il y aura encore matière à développer sur ce Évidemment. film. C'est un film dingue. Et souvent, le rôle des femmes, ça va être soit déguiser la sensibilité du cow-boy, comme dans Butch Cassidy et le Kid, où t'as une femme qui va prendre la place dans un triangle amoureux, mais son personnage va toujours rester secondaire. T'as d'ailleurs Robert Redford qui dit à un moment à Paul Newman, tu peux la garder, on est potes, c'est ce qu'il y a de plus important, de toute façon, elle ne fait pas partie de mes priorités. Donc ça, c'est aussi, On a beaucoup perdu avec le temps. Hein Triste époque. Ou alors, leur rôle va être d'exacerber le côté rustre, brutal du protagoniste, comme dans Colorado aussi de Solima, où t'as une des femmes qui se fait bien frapper et maltraiter, et aussi dans le dernier face-à-face. Donc là, dans le dernier face-à-face, on a plusieurs personnages féminins. T'as la femme, alors si je me trompe pas, t'as une femme assez riche sudiste qui fait partie d'une plantation, qui essaye de mettre le grappin sur Brett Fletcher, donc qui lui donne un peu une image de nympho désespérée, selon moi. Ça, c'est Linda Veras, c'est la blonde. Oui. Elle est magnifique. On la voit dans le film d'après de Sergio Solima, qu'il faut absolument voir. Elle est sublime. Okay. T'as aussi toutes les femmes restées au village de la Horde qui attendent avec impatience le retour des hommes et qui leur font la fête comme des animaux de compagnie. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y en a une, la petite jeune, une jeune ado qui se fait appeler le petit chat maigre, qui joue le rôle de la groupie fan et amoureuse de Beauregard. Qui est un peu androgyne comme ça dans son look aussi. Hein. Petit garçon, ouais. Et il y a cette femme avec son regard, donc l'actrice qui parle de qui, de Maria? Oui, de Maria, voilà, qui avec son Yolanda. regard envoûtant a tapé dans l'œil de Brett. Et elle est déjà prise avec un autre homme du village. Et t'as cette scène où il la regarde sortir nue de la rivière. Il la poursuit, il la violente, et puis on suppose Fade to black. C'est suggéré, il la viole. Oui, parce qu'en fait, je t'interromps juste, la différence d'un réalisateur comme Corbucci qui va dans le visuel, qui montre tout, c'est vrai que chez Solima, c'est toujours suggéré. Là, il c'est fait bien beaucoup suggéré, d'ellipses, ouais. mais il n'empêche que tu comprends les situations. Donc là, on est en pleine objectification de la femme. En réponse à cela, le petit chat maigre répond: aujourd'hui, j'ai appris que quand un homme veut une femme, il ne lui demande pas son avis. Ouais. Voilà, donc Il y a toujours une morale. C'est ce qui est bien avec les westerns italiens, c'est qu'il y a toujours le une morale. but de Solima est de montrer le côté démoniaque de Brett, mais en même temps, le discours effectivement fait un peu mal aux oreilles. Hein. Et en plus, cela n'a pas l'air de déranger Maria, donc la victime en question, je pense qu'on est en plein syndrome de Stockholm. On la sent même flattée par la situation. Elle va faire un tour. Qui ne le serait pas. Elle va se faire à son tour rosser par son mari, hein, puisque elle a été violée, mais bon, c'est ta faut qu'elle faute. se fasse rosser, quoi. Oui, parce qu'il y a toujours le même problème, c'est le principe de propriété dans le western. La femme fait la propriété de l'homme. Et donc t'as les deux coqs qui se battent, t'as le prof qui tue le mari, qui gagne sa femme comme un trophée, et par cet acte, il devient digne pour devenir un des chefs de clan. La morale est plutôt douteuse. Hein. Le pire, c'est Asla. Elle, ça lui pose aucun problème. Elle va continuer à lui caresser l'épaule. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. À table. Voilà, quand il fait, il fait ses réunions pour élaborer ses plans. Et puis il va se servir d'elle pour braquer la banque. Et puis elle va se prendre une balle perdue. Puis il va finir par mourir. C'est vrai. Super destiné, quoi. C'est vrai. Et donc, juste une petite parenthèse. Je vous conseille de lire sur le sujet le livre d'Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Mathieu connaît. Hein. Oui. Et donc on parle de la notion du female gaze par rapport opposition au male gaze. Donc est-ce que vous savez ce que c'est? Vous en avez entendu parler sûrement. C'est le regard masculin. Voilà. Donc c'est lorsque l'on fait regarder une femme comme un objet de fantasme à travers les yeux d'un homme. Donc en gros,
une meuf super bien gaulée. On s'attarde sur ces parties, sur ces différentes parties de son corps, pardon. En gros, l'homme hétéro est le seul qui compte, et on veille à ce que ces pulsions voyeuristes soient comblées, comme dans beaucoup de 007, ce genre de choses où tu vois, tu le vois au milieu entre deux belles nénettes, voilà. En gros, en maillot de bain toujours. Ce qui est embêtant, voilà, c'est qu'à force de voir ce qui semble normal à l'écran, ça se répercute forcément dans la vraie vie et dans l'inconscient collectif. Quel raccourci. Voilà. Néanmoins, grâce au female gaze dans le 7e art, ça commence à bouger. On parle enfin plus de l'être humain, de la femme qui devient sujet et non objet. Donc, les sujets féminins sont traités avec empathie. Il peut y avoir fantasme ou désir sans passer par l'objectification systématique, comme la relation qu'on peut voir entre Harvey Keitel et Holly Hunter dans la leçon de piano de Jane Campion. Ah oui, là tu fais un grand écart. Ouais, grave. Et pour illustrer encore mon propos, et là je vais encore faire une petite digression, dans Grave de Julia Ducournau, t'as une scène avec Garance Marié dans son lit, en sous-vêtements, et là le male gaze aurait voulu que l'on s'attarde sur le fait qu'elle soit en petite culotte, mais en fait, grâce au regard de Ducournau, dans sa manière de filmer, on ressent vraiment la souffrance de Garance Marié qui est prise de démangeaison. Je sais pas si tu te souviens de la scène. Donc le female gaze, en gros, c'est le fait d'avoir un regard différent sur les personnages, sur les femmes, et c'est la prouesse du ou de la réalisatrice de faire ressentir des émotions en mettant en avant la femme comme sujet et non comme un objet. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite parenthèse. Tu nous as fait une thèse, c'est bien. Non mais ça me tenait à cœur. Oui, et donc, pour revenir au western, on peut citer quelques westerns quand même dont les femmes sortent du lot. Et moi j'ai vu un film... T'as pas Sharon Stone dans ta Sharon liste? Stone. Bah si. Si, évidemment, oui, mais ça c'est plutôt à la fin. Donc c'est... John Crawford, j'espère. Ouais. Johnny Guitar. Ouais. Alors Sharon Stone c'est pour Mort au vif, effectivement, 95, et le film que j'ai adoré c'est Johnny Guitar. Johnny Guitar de Nicholas Ray avec Joan Crawford. L'actrice, elle me fait d'ailleurs penser à Gloria Swanson que l'on a vu dans Sunset Boulevard, un petit peu dans le style... Ouais, c'est un peu après, mais oui. Physiquement. Ouais, voilà. Okay. Donc, elle est tenancière dans un bar. Tu la vois d'ailleurs, elle est habillée souvent en pantalon. Elle est respectée par ses employés. Et c'est vraiment l'image de la femme forte qui a réussi d'elle-même et qui a réussi à garantir son indépendance. Et ce film va mettre en rivalité deux femmes. Donc, il va y avoir un duel entre Vienna, la femme donc indépendante et libre, qui cède pas au chantage de Emma. Donc, Emma, c'est une super vilaine, mais j'ai jamais vu une vilaine aussi vilaine, quoi. Mais mais je te laisse finir. Mais tu penses pas que c'est aussi problématique et que on est encore propre, c'est au western des années 50. Ouais. C'est que quand un personnage féminin et donc on n'est pas en train de réifier un personnage féminin, mais on en fait une héroïne. Elle est forcément en compétition avec une femme. Ouais. Elle n'est pas en compétition contre les hommes. Même si c'est aussi un peu le cas. Mais le duel, il est principal. On est toujours obligé de mettre les femmes en opposition. Oui, c'est vrai. Donc, finalement, moi, j'adore ce film. Ouais. Et je trouve énormément de qualité. Joan Crawford est formidable. Mais malgré tout, tu vois, prendre ce film comme étendard, je mets pas en, tu vois, c'est pas pour dire que t'as dit des bêtises, mais parce que c'est toujours le cas, on prend ce film comme porte-étendard dans le western d'un film féministe, alors que c'est pas véritablement le cas. Il y a pas justement, il y a encore ce male gaze, se dire on est obligé de mettre deux femmes l'une contre l'autre. N'empêche que ça a au moins le mérite d'avoir mis deux femmes en avant dans un western, ce qui n'était pas quand même forcément gagné d'avance. Ah bah, c'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Et donc elle joue la super vilaine, jalouse car l'homme qu'elle aime est amoureux de Vienna, et donc elle va tout faire pour que Vienna soit pendue. Il y a 40 Guns aussi de Samuel Fuller avec Barbara Stanwyck qui a aussi joué dans Assurance sur la mort de Billy Wilder. Donc elle joue le rôle d'une femme puissante qui dirige une bande de 40 hors-la-loi. Et il y a une scène formidable où en fait elle est prise dans une tempête, elle va chevaucher, elle est sur un cheval, elle galope, elle fuit cette tempête. Il y a une tornade qui déboule avec des des tumbleweeds. C'est hyper bien fait au niveau des effets spéciaux. Et à un moment, t'as une des cascadeuses qui devait être sa doublure, qui a refusé de faire une des scènes, puisque Barbara Stanwyck, en fait, elle va être traînée sur plusieurs mètres au sol par son cheval. Et en fait, elle va décider de faire elle-même la scène. Et elle avait 49 ans à l'époque, donc respect, quoi. Elle a vraiment fait cette scène et franchement, c'est impressionnant à voir.
Voilà, donc il y a d'autres films. Mais t'as pas parlé de la figure, parce qu'il y a quand même des figures héroïques de femmes qui jouent les femmes révolutionnaires et qu'on trouve dans le western italien. Il y en a, elles sont pas légion, mais il y en a quand même quelques-unes, parce que c'est vrai que là tu parles de la réification des femmes dans le western. Enfin, effectivement, dans le western classique, il y a que ça. Dans le western italien, c'est encore, c'est la quintessence même de la misogynie. Mais t'as quelques rôles, tu vois, comme je pense dans El Chuncho, tu vois, ou des films comme ça, ou Le Mercenaire, où t'as des personnages féminins qui pourraient être vus comme des faire-valoir, mais qui sont aussi des rôles de révolutionnaires. Figure forte, quoi. Plutôt. Ouais. Et surtout, je pense aux mercenaires, tu vois, ou la femme. Enfin, je dis, bah oui, mais je peux être une révolutionnaire sans même m'atticher un homme, tu vois. Ce qui est clair. Et plus récemment, je sais pas si vous avez vu, c'est un film assez tarantinesque, donc on en pensera ce qu'on veut. C'est avec que des acteurs et des actrices noires, et ça s'appelle The Harder They Fall. Ouais, moi aussi j'ai vu ça. Voilà. J'ai perdu mon temps. Ouais. Pareil. De James Samuel. Donc, ok, ça vaut ce que ça vaut. Plein de bonnes intentions. Ouais. Ah, les intentions sont là. Donc C'est dommage de pas les concrétiser. Il y a un côté un peu survitaminé. Bon, c'est vrai que voilà, il y a ce côté Netflix, quoi. tarantinesque, mais ça met en avant quand même deux femmes, donc Zazie Beetz et Regina King. Qui se battent et qui n'ont rien à envier aux autres cowboys, quoi. Et il y a aussi une autre série où tu as la place des femmes qui est importante, c'est Godless. Ah, ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est un putain de série. Et donc là, c'est l'histoire c'est un western qui se déroule dans une petite ville minière dirigée que par des femmes. Et donc voilà, donc ça a le mérite d'exister. Oh zut, c'était mon coup de cœur. À flûte. Cette série? Non, c'est vrai, je plaisante. Non, pour le coup, Godless, c'est une ouais. super série. C'est vraiment une super série. En plus, c'est une mini-série. Elle fait que 7 épisodes. Et toi, tu te sens comment du coup avec tous ces hommes-là? Tout se passe bien? On te traite bien? Oui, mais parce que vous êtes respectueux et tout, voilà. pas de problème. Je me sens très à l'aise ici. C'est vrai? L'émission n'est pas finie. Merci Eleonore, c'était fort Avec intéressant. On va juste reprendre là sur Faccia Faccia. En fait, pour expliquer aussi comment on a vu le film, parce que vous me disiez tout à l'heure en off, en fait, le film, vous l'avez vu en VO, VO, machin. Les problèmes de langue. Voilà. Je l'ai vu en VF coupé avec des versions italiennes Et anglaises. Ah ouais, t'avais les moi, trois. il y avait Ouais. un peu tout en même temps. Mais tu l'as vu comment toi? Alors, j'ai un tonton. Ah oui, d'accord, ok. qui m'envoie des D'accord. VHS. Parce que j'ai essayé Il de met le du contacter, mais en fait, il m'a pas livré tout le film. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. je crois pas, ouais. Ah ok. Et Bah, donc, moi, du coup, je l'ai vu sur Prime. Du coup, pour ma version, comme dit, j'avais des scènes italiennes et d'un coup, d'un moment à l'autre, ça passait en anglais, mais parlé quoi. Donc Oui. les lèvres bougeaient de manière cohérente, il y a pas de problème. Et des fois, ça passait avec de l'italien où là, il y avait plus du tout de lip sync. Justement, les lèvres ne bougeaient plus. Tu avais l'impression qu'ils racontaient, ils bougeaient les lèvres, mais en fait, d'autres mots sortaient de leur bouche. Donc il y avait très peu de cohérence. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en fait, la VF, c'est cool. Du coup, j'ai mis en VF et je me suis rendu compte que la VF était bien plus plutôt, agréable. ouais. Ça passe bien. Voilà. Moi, comme je suis un gogo, moi j'achète les films, donc je l'ai en DVD depuis plusieurs années. Effectivement, Faccia Faccia, on va reprendre rien que sur le cinéma italien et principalement dans le western italien. Rappelez juste une évidence, ce qui n'est pas pour tout le monde, mais la VOST n'existe pas. Il n'y a pas de VOST puisque vous avez des comédiens américains, italiens, espagnols, allemands, et chacun va parler dans sa propre langue. Donc c'est tourné et c'est enregistré en son témoin. Et en fait, en post-synchro, on double les comédiens. Il y a une autre chose qui est aussi très importante, et ça rappelle à quel point c'était un cinéma qui n'était pas considéré, c'est que les exploitants de salles, je parle par exemple en France, quand ils récupéraient ces copies, eux ce qu'ils voulaient c'était des films d'1h30 pour les exploiter au maximum dans différentes séances, donc c'est eux-mêmes qui coupaient, qui charcutaient le film. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez, les premières moutures, les premières versions qu'on a vues de Faccia Faccia, c'est des versions d'1h30 où les mecs au ciseau avaient coupé des séquences. Et qui plus est, ils coupaient des séquences, non pas des séquences d'action, parce que justement c'est ce qu'on vendait de ces films-là, c'était le dynamisme et l'action. Ils vendaient les séquences de dialogue qui donnaient de l'importance et du cachet surtout à la psychologie des personnages. Pour un film comme Faccia Faccia, c'est essentiel. Donc depuis quand il y a eu la remasterisation et qu'il y a eu le remontage du film, ces séquences-là effectivement n'ont pas les doublages d'origine, donc tu te retrouves effectivement avec ces rajouts. Tu le vois même dans le grain, dans la texture de l'image. Il y a, alors je sais pas comment c'est sur Prime ou autre. Moi, sur mon DVD, tu le vois sur le grain. Tu vois que c'est un peu délavé.
Et effectivement, t'as pas le doublage. Ça toi, pas, tu écoutes en VF du coup? Eh ben, en fait, moi, j'ai pris le parti depuis des années que les westerns italiens, je les regarde en VF. Alors, en italien, c'est assez cool. Ouais, mais alors en italien, c'est pareil. Ce qui est rigolo, c'est que portions, quoi. Bah oui. Mais après, comme dit, c'est pas de la VST non plus, puisque que ce soit Sergio Leone ou Corbucci, quand ils avaient des acteurs américains, ils leur disaient, bah écoute, là pour le dialogue, t'as qu'à compter, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu comptes et on s'en fout. De toute façon, il y aura pas de synchro derrière. De toute façon, même pour rappeler un truc tout bête, un mec comme Lee Van Cleef, qui était quand même assez connu pour avoir un bon goût pour l'alcool, il venait sur les plateaux, généralement il était bourré, il avait la main qui tremblait tellement c'était compliqué pour lui. Il arrivait, il prenait les scripts, il arrachait des pages. Il fait non mais ça c'est pas nécessaire, parce que de toute façon il pouvait pas retenir les dialogues. Et il le disait de toute façon, moi j'ai pas le temps. Alors ça j'ai pas le temps, ça j'ai pas le temps. Et moi ma présence et la manière je vais te le jouer par des mimiques, ça suffira. Et Sergio Leone très rapidement, il a pris conscience de ça. Rien qu'à l'époque quand il avait fait embaucher, il s'est dit, quand tu le vois, parce que Lee Van Cleef, c'est une gueule. Là, dans le genre présent, c'est quand même hyper charismatique. Il dit, le gars, je veux surtout pas le laisser parler. Parce que si je veux le laisser parler, je risque de pas le prendre et je vais passer à côté d'un super comédien. Parce qu'il s'est rendu compte, c'est des gars, il y a un certain mimétisme, il y a quelque chose qui dégage, dont les dialogues ne servent à rien. Quoi. Ça apportera pas grand chose. Donc c'est pour ça, la VF, en plus, les VF, souvent, c'est vraiment des VF de qualité. Hein. Quand tu vois même quand tu vois Pour le bon, la brute, Truand, tu vois le. Ouais. Pour le coup, j'étais vraiment pas choqué par ce ouais. que j'entendais, quoi. Là, non, Faccia, elle est cool. Ouais. Puis il faut parler des comédiens, tu vois. Donc on a Thomas Milian. Faut rappeler qui c'est Thomas Milian. Thomas Milian, c'est un comédien américain d'origine cubaine. Le mec, il a commencé, il a joué des pièces avec chez Cocteau. Il était coloc avec Dennis Hopper. Tu vois, le gars, il faisait l'acteur studio. Et puis, il a même joué chez Antonioni, tu vois. Enfin, c'est un acteur intello. Ouais. C'est un acteur intello. Puis il se retrouve du jour au lendemain, tu vois, à tourner dans des westerns italiens. Bon, ils se détestaient, je crois que j'ai lu les deux un peu. C'est deux caractères. Hein. C'est deux caractères. Deux égos un peu monstrueux. Gianmaria Volonté, lui, pour le coup, c'est un caractériel. Et lui, il a cette prétention, et on peut lui reconnaître, d'être aussi un acteur intello, venant du théâtre, tu vois. Enfin. Oui, tirer la couverture à chacun. En fait, de toute façon, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Solima, pardon, il avait fait la même chose avec le film précédent Colorado. Il disait à Lee Van Cleef, c'est toi le héros du film. Après, il allait voir Thomas Milian, c'est toi le héros du film. Il faisait ça avec chaque comédien, tu vois. Donc chacun, effectivement, comme tu dis, tirait la couverture à lui. Mais ouais, ils ont eu des rapports très compliqués. Gianmaria Volonté, c'est un putain d'acteur. Quand nous on l'a découvert, on le découvre avec chez Sergio Leone dans Pour une poignée de dollars. On l'a vu aussi après dans Pour quelques dollars de plus. Il a joué après chez Elio Petri. C'est vraiment un grand comédien. Mais là, Thomas Milian, c'était la rosta. Tu nous l'as déjà expliqué la dernière fois et j'ai retenu la différence entre le western américain et le western italien. Le western. Je me suis permis d'expliquer ça. C'est très compliqué. Ouais, non, mais juste voilà. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est généralement le western américain, c'est une quête de territoire, hein. Et le western italien ou européen, ou je ne sais pas, c'est plus on s'en fout de territoire, mais c'est plus un développement de personnages et de. Le western américain, c'est ça en fait. C'est l'origine, hein, c'est les colons. Hein. Oui, c'est donc ça. C'est la quête de territoire. C'est pour ça qu'on passe de l'est à l'ouest. Ouais, c'est ça. Et au-delà du territoire, il y a aussi la communauté. Et quand on parle de communauté, l'église au milieu du village, et tout ça, c'est hyper important pour la construction mythologique. Quand on parle mythologique, c'est vraiment hyper important. C'est la construction mythologique de l'Amérique. Le western italien, la frontière s'en fout. On s'en fout, ouais, c'est ça. De toute façon, on voit pas les paysages. Tout est tourné à Almeria. Pour ceux qui s'en sortent bien, c'est tourné en Espagne à Almeria. Pour ceux qui ont un peu d'argent, pour les autres, c'est tourné dans la banlieue de Rome. Tu vois. Bon, il y a Studio Cinecittà ou Dino Città pour Dino De Laurentiis, mais il n'y a pas cette vocation-là. Par contre, c'est effectivement se poser la question, c'est du rapport du bien, du mal, non pas par manichéisme comme on peut trouver dans le cinéma américain. Nihilisme. Hein, il y a une forme de nihilisme effectivement. il y a une forme de nihilisme dans le cinéma italien parce que il y a pas de volonté morale à la fin. Et là dans Faccia Faccia, c'est encore plus prégnant parce qu'on s'interroge constamment justement sur la quête morale, sur la moralité des personnages. Mais non, non, il est trop marrant. Si vous le voyez, il fait des grimaces, des sourires, il est trop marrant. Merci, c'était pour les auditeurs, hein, puisque ils ont là, il faut qu'ils ils ont soif d'apprendre. Ils ont soif d'apprendre. Et toi t'es là pour ça. Exactement. Et dans le western italien, il y a pas de vrais héros en fait, de grandes figures héroïques. Si quand même. Personnage de Ringo, c'est Montgomery Wood. Alors
alors, comme on le disait, la plupart des acteurs italiens quand ils débutent, ils jouent tous sur pseudo, hein. Donc ils prennent des pseudos américains parce que c'était le seul moyen de vendre les films. Sergio Leone, son premier film, il s'appelle Bob Robertson. C'était comme Robert le nom de son père, tu vois. La plupart des comédiens italiens avaient des pseudos. Là c'est Giuliano Gemma, c'est la plus grande star italienne en Italie. La plus grande star du western italien, c'est lui. C'est un putain de beau gosse. Il joue dans les westerns italiens quand même un peu méchant, tu vois. Ça tire, les Ringo, tu vois, c'est quand même un peu badass, mais sauf qu'il a une fille, il est un peu propre. C'est le beau mec. Okay. C'est la figure quand même héroïque. C'est pas le gars, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai pas le souvenir, c'est pas le gars qui va te tirer dans le dos. Oui, ok. Comme dans les autres westerns italiens, tu vois. Toi, je pense à Django, tu vois, ouais, ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai que dans les westerns américains, il y a jamais cette idée de traîtrise, non, du héros. Il y a jamais de balle dans le dos, c'est toujours du duel. Tu ne verras jamais John Wayne tirer dans le dos d'un méchant. C'est ça, exactement. Alors que dans le western italien, oui. Bah oui. C'est d'ailleurs ce qu'on avait reproché. Il y a, je sais plus quel cinéaste avait dit à John Wayne, bah, non, mais là, tu lui tires dedans. Jamais de la vie. Il fait, mais attends, mais il est de dos. Bah oui, mais tu tires lui. Il fait, mais moi, je lui tire pas dans le dos. Et il lui a dit, mais, Clint Eastwood, il l'aurait fait. Je m'en fous de ce que ferait ce gamin. Tu vois, moi, je tire pas dans le dos, quoi. Parce que moi, je suis un vrai Américain. Bah ouais, c'est ça. Non, mais la construction mythologique du western italien, du western américain, pardon, s'inscrit aussi là-dedans. C'est dans les valeurs aussi. Bah voilà, dans la vertu, dans les valeurs, exactement. Sûr, ouais. Et le western italien, mais il s'en fout complètement. Le cinéma italien, enfin, en même temps, c'est pas méchant ce que je veux dire. Là, je vais faire très vite, après je vous rends la parole, juste pour expliquer comment tout ça se découle. Il faut rappeler que le cinéma italien, le western italien, c'est un cinéma populaire. On est dans de la série B. On fait ça à la chaîne. Il n'y a pas tout de suite de vocation à faire des chefs-d'œuvre. Chez nous, on appelle ça du cinéma de genre. En Italie, ils appellent ça le filon, les filoni. On prend un film qui a marché et après, putain, on multiplie ça à foison. Ça avait commencé, dans les années 50, c'était les péplums. Il y a eu à peu près 180 péplums qui ont été tournés entre 55 et 60-62, tu vois. Il y a eu des films d'espionnage. Il y a un film qui a marché. Et après, tu reproduis ça, tiens, avec des acteurs comme Steve Reeves, des gars comme ça. Faut regarder, il y a les films de Riccardo Freda ou Vittorio Cotafavi. C'est des films, mais franchement, qui sont super fun. Un jour, il y a un mec qui dit, bon, je vais faire un western. Alors, ça a déjà commencé en 63. Corbucci a déjà fait des westerns en 63. Mais Léon, quand il fait Pour une poignée de dollars en 64, c'est un succès. Mais les mecs s'engouffrent dedans. Mais c'est pas un cas isolé. En 64, déjà, il y a déjà eu à peu près une vingtaine de films de western qui ont été tournés. Oui. Et après, il décuple ça à volonté. Parce que le but, c'est de faire entrer de l'argent. Comme on disait, il y a eu 500 westerns qui ont été tournés entre 64 et 75. Entre 64 et 69, il y a eu 300 westerns. C'est le genre, le filon, pour le coup, le plus important, le plus prolifique qu'il y a eu en Italie. Et là, on dit les Marvel, hein, excuse-moi. Hein, les Marvel, mais alors... 800 westerns, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais t'imagines, avec le budget d'un Marvel... Je crois que t'as fait les 500 westerns. T'as fait. Non mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Mike, je l'ai réveillé. Du coup, je continue. Non, tu m'as pas réveillé. Vous avez remarqué que souvent dans les westerns, il y a souvent les deux protagonistes de base ont toujours des caractères bien opposés ou viennent de deux milieux complètement différents. Se lient presque d'amitié pour un but commun. On peut le voir dans le bon, la brute et le truand aussi. C'est assez surprenant. Je crois que ça revient plusieurs fois, ça. Et puis le but, généralement, il est pas toujours vertueux non plus. Forcément, c'est de trouver un trésor. En fait, ce qu'il y a souvent, c'est... Alors, faut toujours dire que Sergio Leone, c'est vraiment un cas à part, hein, aussi. Hein. Mais est-ce qu'on voit pas ça déjà dans les vieux films japonais? Est-ce que ça part pas de là voilà. Mais allez, au revoir. Mais on est liés toujours en connexion. En fait, là-bas, c'est ça. T'as John Ford qui influence aussi bien Sergio Leone en Italie que Kurosawa au Japon. Parce que la dernière fois on n'a pas tellement évoqué, mais Kurosawa, il fait du western hein, quand il transpose ça dans le Shambara. Et donc du coup, il reprend ces thématiques-là et ces dualités, tu vois, ces quêtes, ces machins que a déjà imposé John Ford. Et après, il y a une espèce de boucle. Hein. Oui. Donc réciproquement, ils s'influencent les uns entre les autres. Ah ouais, tout à fait. Ouais, clairement. Mais après, c'est la figure quand tu dis il y a un but commun. Moi, je prends souvent comme exemple, c'est un sous-genre du western italien, c'est ce qu'on appellerait le western tortilla.
ou le western Zapata. Donc c'est ce qui parle de la... Ouais, bah oui, mais là, je suis désolé. C'est limite. En fait, c'est ce qu'on appelait, c'est la révolution mexicaine. C'est tous ces films qui parlent de la révolution. Alors, aussi bien autant de Juarez que de Zapata. Donc Zapata, c'est plutôt la révolution 1910-1920. Et là, le but commun, c'était de récupérer de l'argent. Sauf que le gringo, lui, c'est pour s'enrichir. Et le peon, lui, c'est pour financer la révolution. Donc, souvent, tu avais effectivement, comme tu disais, Eleanor, deux personnalités très distinctes qui avançaient vers un même objectif, mais pas pour les mêmes raisons. Mais après, et c'est pour ça que ça marchait dans ces pays aussi latins, c'est que le gringo, à la fin, souvent, il meurt. Oui. Parce que il faut voir absolument El Chuncho, hein, c'est un film super important avec Gianmaria Volonté, où à la fin, effectivement, donc on est dans ces films révolutionnaires, le gringo doit mourir. Parce qu'il y a quand même cette volonté de se dire, nous, on est opposé à cet impérialisme américain. Parce que c'est ce qu'il représente. Il faut toujours se dire que quand tu vois ces films-là, ces westerns italiens, ça représente la guerre du Vietnam, ça représente tous ces films-là, tous ces mouvements. La mort du gringo est indispensable en fait pour représenter la libération du peuple mexicain, pour représenter l'émancipation, pour voilà, je veux dire c'est vraiment. Mais dans les westerns, ce qu'on appellerait les westerns Zapata, tu vois. Oui, sinon pas chez Léon, tu vois. Non, puisqu'il y a une posture de base. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait souvent à Léon, c'est que Léon ne faisait pas un cinéma politique. Tu vois, c'est Corbucci qui faisait des films antifascistes. Alors, Corbucci ou Solima, eux s'inscrivent véritablement, c'est dans une volonté. Léon, quand tu vois ses premiers films, il y a Le Bon, la Brute et Truand, effectivement, qui est retranscrit, c'est peut-être le plus grand film qui parle de la guerre de sécession, tu vois. Mais avant ça, que ce soit pour une poignée de dollars ou pour quelques dollars de plus, il y a pas ça, il y a pas cette volonté, tu vois, de parler de politique ou de s'affirmer en opposition à. Mais par contre de glorifier des personnages à la moralité trouble. Mais du coup dans le dernier Face à Face, on parle du pendant philosophique. Donc c'est véritablement là que se repose le film, c'est-à-dire tous ces questionnements, la construction des personnages et de leurs relations plutôt que tout ce qui se passe autour. J'ai l'impression. Alors j'ai envie de dire finalement quel est le but final du film? Est-ce que c'est de dépeindre juste l'évolution d'une relation entre deux personnages? Est-ce que c'est de montrer l'attrait du pouvoir pour l'un et puis finalement le côté de s'humaniser pour l'autre? Quels sont les bienfaits, tu vois, d'une relation comme ça? Peut-être de trouver un sens à son existence aussi, quoi. Pour Gianmaria Volonté, pour le personnage de Brad, c'est un peu ça, c'est trouver du sens alors que tu es au seuil de la mort et de se révéler dans ta vie et surtout t'inscrire dans l'histoire. Et philosophiquement, c'est là où le film est hyper intéressant, surtout pour ce personnage-là. Comme on l'a dit pour Thomas Milian, c'est un peu plus, malgré tout, un peu plus simple parce que le cheminement et l'évolution elle est pas très abrupte, mais c'est vrai. Elle est inverse. Elle est inverse de celle de Brett. Elle est inverse et en plus, je veux dire par là que ça on la sent venir malgré tout. Je veux dire, il y a déjà un potentiel derrière. Tu sens que, en plus, ce qui est bête, bon, c'était pas votre cas, mais quand tu as vu d'autres films avec Thomas Milian, c'est comme quand il joue le rôle de Cucillo, tu sais que c'est pas le mauvais gars. C'est qu'il est dans cette situation-là, mais son but à lui, c'est d'aider quand même, tu vois, sa troupe d'anarchistes et puis avec une certaine humanité. Gianmaria Volonté, c'est là où c'est super intéressant, c'est de te dire, mais comment un intellectuel, un type qui est fébrile, qui est un peu malade, et qui veut aider son prochain et qui est dans cette posture, tu vois, de la gauche humaniste qui bascule dans le fascisme et que il vrille complètement. Et cette évolution là, même si on peut la trouver un petit peu rapide ou facile, moi à mon sens quand je le vois, ça me prend aux tripes. À aucun moment donné je me suis dit facilité scénaristique ou quoi. Je le vois pas venir, mais je vois que ça se construit petit à petit. Je vois, c'est là quand il prend Maria, il prend Maria parce qu'il la désire, parce qu'il estime qu'elle peut lui revenir. Parce que voilà, maintenant je peux être propriétaire aussi bien de cette femme, de cette communauté. Je peux avoir la main mise sur l'histoire, sur ma vie, sur tout. Il est en complète mégalomanie. Ah ouais. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais sa maladie, elle disparaît. On parle plus de sa maladie. Et ce qui est ambigu avec le film, et surtout son titre en fait, qui s'appelle Le Dernier Face à Face, mais il y en a assez peu des face à face, des vrais face à face. C'est surtout
Le film se construit sur des trahisons, beaucoup. Bah, c'est pour ça que le titre italien Faccia Faccia, visage contre visage, justement, il est plus probant parce que c'est cette gémellité C'est ça. contrariée entre ces deux personnages-là. Et c'est là où le titre italien a quand même beaucoup plus de sens Plus de sens. que le titre français. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein? Oui, bah parce que non mais je me suis dit est-ce que dans le titre français il voulait justement parler d'un face à face, d'un duel entre ces deux personnages qui s'opposent, mais finalement dans le film il y a beaucoup de trahison et tu le vois pas quoi. Il va en prison parce qu'il est trahi par je sais plus le faux policier, enfin bref il y a tout le temps des trahisons quoi. Du coup tu te dis ok bon c'est un peu ambigu quoi. C'est vrai qu'on a oublié de parler du personnage de Siringo, qui est interprété par William Berger, qui joue le shérif. vrai faux shérif Infiltré. Ouais, c'est ça. Et qui lui aura quand même un rôle majeur à la fin. Moi, je trouve, c'est vrai qu'avant tu parlais, et j'allais te rejoindre, c'est sur la mise en scène que tu trouvais un petit peu plate, tu sais, à différence d'un Corbucci ou d'un Léon où c'est moins visuel et moins impactant. Je pense à une scène qui est, à mon sens, qui est la scène la plus faible, c'est la scène de danse, qui est quand même très mal mise en scène, tu vois. Enfin, c'est mal amené, t'as l'impression que la caméra sait pas tellement où se placer. Mais la séquence à fin, c'est dans le désert. Moi, je la trouve sublime. Je trouve pas juste sublime parce qu'il y a du désert, il y a du sable, mais dans les intentions et de ce qu'on ça va montrer, parce que la Siringo, tu sais, quand tu parlais de duel, t'attends ce duel, mais il va se passer mieux, je trouve, qu'un duel. C'est que, il va aider Beauregard à changer de vie, tu vois, à faire, à reprendre sa vie en main en défigurant un gars qui pourrait être lui. Et cette séquence-là, la manière dont elle est tournée, tu sais, Corbucci, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et je dis pas que ça m'aurait déplu, ça aurait été complètement différent. Corbucci, il aurait montré la scène, il aurait montré le visage qui se prend les impacts. Là, tout ça, c'est tourné justement avec une profondeur de champ ou sur un plan large, et on suggère ça. Et du coup, quand il fait ça sur le moment, tu te dis pourquoi il fait ça? Et après, le sens que ça prend, tu vois, dans le récit, dans sa mise en scène, je trouve ça hyper intéressant, hyper évocateur. Du coup, ouais, c'est vrai. Bah, finalement, c'est une sorte d'hymne à la liberté à la fin aussi. Je veux dire, Brad est libéré. Bon, il meurt, mais il est aussi finalement libéré du pouvoir qui agissait comme une gangrène sur lui. Et puis finalement, Bennett se retrouve libéré aussi par Siringo. Et du coup, c'est une sorte de libération pour les deux, mais qui n'ont pas les mêmes. Un hymne à la vie. Mais c'est vrai, mais t'as raison, la mort de Brad, finalement, c'est une libération. C'est ça. Il s'appelle pas Brett? Alors, oui. C'est son nom en italien. En italien, ouais. C'est ça. D'accord. Okay. Oui, t'as raison. En fait, Brad ou Brett. Ouais, mais Brett en italien, Brad en anglais. Mais vous verrez quand vous regardez des westerns italiens que très souvent, ils ont plusieurs prénoms, tu sais. Enfin, je pense par exemple à dans le Bon de la beauté truand, c'est Clint Eastwood. Blondine. Il s'appelle Blondé, mais Chico. Voilà, c'est ça. Mais alors dans certaines versions, il a pas de nom. Oui. Dans d'autres, il s'appelle encore Joe parce qu'il s'appelait Joe pour une poignée de dollars. Enfin, c'est toujours très compliqué, tu vois. De toute façon, il y a après. C'est Clint Eastwood. Ouais, puis après, c'est avec les traductions des films. Tu vois, comme pour on avait parlé des Django. Il y a des films qui sont sortis qui s'appelaient Django, alors qu'en fait, c'était Trinita ou vice versa, tu vois. Enfin, voilà, c'est toujours été des problèmes d'exploitation. Comme on disait tout à l'heure, faut se rappeler une chose que, mis à part Léon, et encore, c'est pas si évident que ça, mais mis à part Léon, ces films-là n'étaient pas considérés. C'était de la production de masse, quoi. Oui, c'était pour la population de base. Divertir, oui, mais c'était comme ça qu'ils étaient perçus à tort. À tort. Après, faut dire. Alors, moi qui en ai vu beaucoup, évidemment, j'ai pas vu les 500, mais j'ai dû voir, je pense, une quarantaine de westerns italiens. Plus vous en voyez, plus vous en rendez compte qu'il y a des très bons films, qu'il y a des très mauvais, mais qu'il y a aussi, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense, pour apprécier aussi un western italien, pour comprendre certaines choses sur la mise en scène ou quoi que ce soit, il faut en avoir vu plein d'autres, parce que c'est véritablement un univers. Vraiment, oui, ça c'est clair. Hein. Et toi, Mike, mais t'as aimé ou pas? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je suis pas du tout de base western. Les seuls trucs de western que même le bon, la brute et le truand, je l'ai certainement vu une fois, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Une poignée de dollars, je l'ai pas vu. Le seul western dont je me souviens avoir vu, c'est Django, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très très récent. Ouais. C'est il y a une dizaine d'années, quoi. Enfin voilà. Et The Revenant. Ah là là. Ah oui, The Revenant, avec Caprio. Ouais. Et moi j'ai bien aimé. Après c'est sûr que la déstructuration des dialogues là, ça m'a un peu perdu. Je veux dire, du doublage français italien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je pensais que j'allais envoyer un mail à Prime, mais je me suis dit il y a un petit bug, j'en sais rien. Mais bon, ça m'a perdu. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire et j'ai surtout bien aimé le changement de paradigme
paradigme du personnage en fait de Brett. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Avec une super musique d'Ennio Morricone. Oui, elle est chouette, Voilà, c'est vrai. Très bonne musique. Elle te transporte pas non plus de ouf. Moi, je préfère celle de Colorado. Ah ouais, moi j'aime beaucoup celle de Colorado, surtout la partie avec le chant là. Oui. Au début, ouais. Mais rien que le générique, que ce soit dans Colorado ou dans Facha Facha, moi je les aime bien. Je trouve que le générique m'emballe déjà. Tu vois, avec le main title, c'est la musique est vraiment chouette. Après, comme dit, là on est encore dans l'âge d'or, tu vois, du western italien. Mais très rapidement, ça va décliner parce que comme on le rappelait aussi, le western italien, il survient aussi au bon moment. Il survient en 64 quand c'est un peu le déclin du western américain. Mais le cinéma italien, à partir de 1969, tout doucement, ça a aussi décliné. Il y aura toujours de très très bons films. Mais le problème, c'est que quand on parlait il y a 2 semaines, c'est avec Django, de la caricature de ce que peut représenter le western italien, bah là, on va être dans la caricature au carré, puisque vont arriver les Trinita ou ces genres de films. Il y a même d'ailleurs Léon qui va participer à la réalisation, c'est de Mon nom et personne, aussi avec Terence Hill et Henry Fonda, où il essaie de se dire, bon, je me réapproprie en fait le côté un peu pastiche qu'on a pu faire de mes westerns, ce sera un très grand succès. Mais le problème, c'est que la porte sera ouverte. À partir de ce moment-là, ces films-là, bah, tout doucement, vont sombrer un peu dans la parodie. Tu auras toujours quelques grands films. Je pense que le dernier grand film, c'est Kaoma de j'ai un doute. Comment il s'appelle le réalisateur ? Ah oui, c'est Castellari, encore avec Franco Nero. Kaoma, ça c'est un film qu'il faut voir. Là, dans le genre baroque, violent, enfin, il est vraiment génial. Mais c'est le dernier grand film italien. Après, la plupart de ces réalisateurs-là, bah, ils vont faire des policiostesco, donc c'est les polars, les néo-polars italiens. On était passé, politiquement c'est toujours intéressant, on est passé du western italien qui était très gaucho à des films limite droitiers, parce que c'est les années de plomb, parce que, mais c'est marrant, ces mêmes cinéastes, alors j'inscris pas Solima là-dedans, parce que Solima a aussi fait des policiostesco, mais il est passé de Facha à des polars. Il y en a plein comme ça, des cinéastes qui ont fait ça. Thomas Milian, c'était une star du western italien, qui principalement aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, pour la figure de Peon. Et après, il va faire des néopolars. Et vraiment, soit des fois un peu caricaturaux, parce qu'il a toujours joué de son humour, soit des trucs vraiment méchants, quoi. Et après, les autres gars, ils vont faire du giallo. Ouais. Dario Argento, quand il a commencé, il a commencé comme scénariste. Il a co-scénarisé Il était une fois dans l'Ouest, et avec Bernardo Bertolucci, et il a fait d'autres scénars pour des westerns. Il faisait de la critique cinéma, et à côté de ça, il faisait des scénarios. Et après, il a fait des giallo. La plupart des mecs ont fait c'est pour ça qu'on disait la dernière fois en off, tous les mecs travaillaient ensemble, ils se connaissaient tous. Mais voilà, c'est vraiment une industrie. Léon, il a commencé dans le peplum, il fait des westerns. Les mecs qui ont fait des westerns avec lui, après, vont faire des giallo, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est le principe du filon. Quand le filon du western s'est épuisé, on passe à autre chose. On va faire des polars, du giallo. Et avant ça, on faisait des peplums ou des films des ersatz de films de James Bond. Quel est le filon En Italie, c'est mort. Le cinéma italien est mort. Avec l'arrivée de Berlusconi, plus de cinéma. Enfin, faut se dire, sans déconner. Des peplums, ils en ont eu quasiment 200, des westerns 500, des policiotesco, il y en a eu des centaines, des giallo, c'est pareil. Mais dans les années 80 et 90, avec Berlusconi, il a signé la mort du cinéma italien. Il y a plus de cinéma. Il y a quelques films encore italiens, mais ça n'a plus rien à voir. Les Italiens n'ont plus au cinéma, il y a plus de production, c'est une catastrophe. C'est bien triste. C'est bien triste. Tu me le disais que c'est triste quand même. Oui, non, mais bien sûr. On en reparlera quand on ira en Italie tous les deux, en amoureux. Ouais. Au mois de juin. Bah oui. On dit tout. Ah, dis tout. Alors, Mathieu et moi, on va peut-être partir une semaine en Italie. Tu me disais, on va où Potentiellement à Côte Amalfitaine, ou bien les 5 terres. Il s'est enfin décidé à me demander ma main. C'est fait. Donc du coup, en Italie. On y va. Merci, on y va. Bon, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que alors, à moins qu'il y ait encore quelque chose à dire, mais est-ce que Solima est le pendant philosophique du western italien? Je pense qu'on a dans tous les sens. Oui, clairement. Pas uniquement par ce film-là. Par son œuvre totale, son œuvre globale. Ouais, alors comme on disait tout à l'heure, le western italien chez Solima, il se limite quand même à 3 films. Mais effectivement, c'est Facha Facha, c'est peut-être celui qui s'inscrit plus effectivement dans le genre philosophique. Que ce soit Colorado, même si Colorado, il y a aussi toi Eleanor, tu l'as vu Colorado. Oui. Il est quand même super intéressant aussi de comment Mike parlait très justement de paradigme, comment le paradigme d'un personnage, tu vois, change quand tu vois Lee Van Cleef qui en évoluant
dans son évolution dans le récit, il change aussi sa manière de voir l'autre et ça aussi c'est toujours bien amené, je trouve, chez lui. C'est moins baroque que chez Corbucci, c'est moins sadique, c'est moins opératique que chez Léon, mais il y a toujours du fond dans ces films, vraiment. Et puis Thomas Milian, putain, il est trop classe. Moi j'adore. Ouais. Enfin, il y a des super comédiens. Il y a toujours des super actrices. Même si intérieurement, je le surnommais Angry Mireille Mathieu quand je regardais. Ouais. Clairement. Oui, j'avoue. Mais alors, en fait, bon, la perruque, c'est compliqué. Ce qu'il y a, c'est que tu lui Ils auraient enlèves. pu s'en passer, ouais. Bah, le problème, c'est que c'est un peu, c'est pas idiot ce que je veux dire, mais un peu comme. Mais tu lui enlèves sa perruque, c'est Cuchillo. Et le problème, c'est que il est pas Cuchillo Sanchez dans ce film-là. Donc, il faut se rendre compte que Cuchillo Sanchez, c'était un personnage véritablement emblématique. Donc, quand tu lui enlèves sa perruque, il est ce personnage-là. Oui, les gens n'auraient pas compris. Ouais, parce que dans Facha Facha, il joue pas du tout de la même manière, et puis bien sûr. et Cuchillo n'utilise pas de pistolet, parce que le péon, comme il est pauvre, ne peut se battre qu'avec des couteaux. C'est pour ça qu'il s'appelle Cuchillo Sanchez. Là, dans Facha Facha, non, il maîtrise le pistolet. Donc, le personnage est complètement différent. D'accord. Merci à vous. On va passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Et on va parler du film Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, disponible sur Netflix actuellement, et il est sur Netflix depuis le 18 février dernier. Alors, qui l'a vu? Lève la main. Moi, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, chef. Ouais. Moi aussi. Bonjour Julien. Salut. Alors tout le monde l'a vu. Hélas. Alors un petit pitch rapide. Hein. Alors c'est trois entrepreneurs qui arrivent. Alors j'ai oublié. Et je suis désolé. YouTubeur, TikToker, Ouais. entrepreneur. Qui dans le nom du village, c'est le nom de la ville. No Man's Land. Dans Non, la mais je dis ça comme ça, mais on s'en fout. On Voilà. s'en fout. Donc ils arrivent Un patelin dans un patelin en patelin- Bulgarie. Oui, c'est tourné en Bulgarie. C'est tourné en Bulgarie, ouais. Ouais. C'est donc qui est censé être un village fantôme du Texas, et donc pour but de faire venir des investisseurs pour réhabiliter cette ville et en faire un sorte d'idylle un peu sorte comme ça. ouais, un petit Walk, truc, voilà, le wokisme, voilà, exactement. Et donc du coup, il y a dans ce village Leatherface qui traîne, quoi. Il y a surtout la bâtisse dont ils veulent reprendre, enfin envoyer Oui. les investisseurs, qui est habitée par une vieille dame Exactement. Qui qui est a- directrice d'un orphelinat. qui a pas l'air d'avoir toute Ouais, sa c'est tête ça. non plus. Un peu, elle est malade, il me semble. Et puis donc, son fils, ça doit être son fils qui est Leatherface, quoi, qui Mhm. traîne dans les étages supérieurs. Enfin, c'est pas son c'est pas son fils, fils. c'est un orphelin qu'elle prend pour son C'est un fils. orphelin. Enfin, voilà, Ok, la ouais. relation s'est faite et puis maman, s'appelle maman. Enfin, Ouais, voilà, parce que comme ils veulent reprendre quand même d'une certaine manière, c'est quand même la cosmogonie de tout l'univers de Massacre. Leatherface, Mhm. où effectivement dans certains épisodes on montre qu'il a été placé. Ah oui, c'est je vrai. pense au dernier film qui a été réalisé par les Français, Bussy Mori, où il montre ça. Ouais. Et donc, Et en gros- du coup, il se venge. Bah oui, parce que eux, en gros, ils expliquent à la vieille dame qu'ils vont envoyer les avocats parce que, ils Parce ont que- acheté la bâtisse. Voilà, et elle est pas au encore courant. là. Et elle est encore là, il faut partir. Et du coup, Il y a un petit problème à ce niveau-là. elle a ouais, une c'est sorte de ça. crise de panique et. Parce qu'apparemment, ce serait pas tout à fait le cas. Voilà, apparemment, ce serait Tous encore les à elle. habitants sont finalement. partis, mais elle ne veut pas partir. Puis Exactement. elle tient que, effectivement, elle n'a pas vendu sa propriété, qu'elle a réussi à la garder. Du coup, gros stress. En gros, elle meurt et Leatherface qui Dans les bras de son fils, Dans les bras de enfin son de frère. le fils adoptif, on va dire ça Voilà. comme ça. et ça l'excite. Grave, ça l'énerve, l'excite ça grave, l'énerve. quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait quand il s'énerve? Il découpe des gens. Il découpe des gens, genre C'est une habitude chez lui. C'est un hobby. il prend la peau du visage de sa mère, enfin de la dame, de la nana là. C'est la nana qui met, ouais. Tout à fait. Et puis il le met sur son visage. Exact. Voilà. Et moi, quand j'ai vu le visage, j'ai pensé à Sinoc dans les Goonies. Il me faisait. Ah ouais, Ah, tu il t'es y a un rattrapé, peu ça, tu t'es ouais. raccroché comme tu peux. Voilà. au film, hein. Et- c'est vrai. Ah, moi, j'ai pas trouvé de point d'accroche. C'est mais du Sinoc coup- qui avait fait un AVC, mais c'est ça. Et le film, alors, il est court.
1h20. Gage de qualité. On Non, peut mais pas lui enlever ça. On peut déjà lui donner ça parce que si ça avait duré 2h15, Oh, horrible. voilà. Non, mais ça montre bien, en fait, c'est aussi bien une qualité qu'un défaut. Ouais. Ça prouve bien que dans le temps qui appartient au film, tu peux rien développer. Tu peux pas développer une histoire, tu peux Non. pas développer Et c'est des bien trop long, personnages. Et malgré tout, c'est trop long. Et comme je disais, je sais pas quand je t'ai expliqué, tu n'as le temps de te prendre pour affection pour aucun personnage. Bah déjà, ils ont Aucun personnage. Déjà, ils sont détestables. ils sont oui. détestables quand en arrivant, voilà. En fait, t'es content qu'ils meurent. Ouais, presque, mais c'est presque ça. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai rigolé. Il y a des scènes qui sont bon, allez, pour lui donner des trucs, il y a des scènes où je me suis dit tiens, ok, allez, c'est original. Il y a une photo pour certains plans qui est pas dégueulasse quand Tu la même. découpes oui, dans le c'est bus. juste- oui, oui. Puis la scène dans le bus où il découpe tout le monde, je me suis dit ok, allez, ils se sont fait plaisir. Il y a 2-3 images qui sont très fortes, qui sont Et- vachement sympas quand même. Ouais. Justement le plan où il a la tête qui ressort du champ de Colza. Ah ou je sais oui, plus voilà, ce que c'est, ouais. quel sang il est. Et quand il pleut, quand il est dans le son ouais, il y a porche, il y a deux trois trucs comme ça qui sont visuellement c'est plutôt pas mal. Ça fait des belles photos. Mais c'est tout en fait. Le Ouais, c'est reste, c'est convenu. Tu t'attends plus ou moins à chaque Et puis- fois à ce qui va se passer. J'ai lu Rien d'original. donc une interview dans le magazine Mad Movies c'est scénariste ou réalisateur, je sais plus, un des deux, qui disait qu'à la base il voulait pas mettre d'éléments modernes dans le film, c'est-à-dire de téléphone, de choses comme ça, C'est Fede Alvarez qui disait ça. ouais, qui voulait pas mettre ça parce qu'il pensait que ça apportait rien, et en fait il a pris comme référence le Polaroid, c'est ça. Mhm. En fait, il a estimé que le Polaroid dans la version initiale de Massacre à la tronçonneuse, c'était déjà une trace de modernité. C'est-à-dire que déjà les gens qui arrivaient avec Ouais. un élément moderne voilà. Et donc en fait, il s'est dit oh bah oui, alors Ouais, ça. mettons 25 téléphones sur non. TikTok. Ouais. Enfin, c'est un peu gros quoi. Oui, non, mais t'as raison. Mais là, on peut le rejoindre, c'est effectivement, c'est que en 74, l'utilisation d'un Polaroid, ça s'inscrit dans une modernité en 74. Aujourd'hui, Exactement. en 2020, 2021 ou 22, peu importe, si tu utilises un smartphone, tu ne peux pas ne pas utiliser un smartphone, tu ne t'affranchis pas, tu sais, de la modernité. Donc tu peux le présenter. Sauf après, c'est l'utilisation que t'en fais. Là, qui est plus que ridicule. Mais sauf ce qu'on peut condamner, c'est de se plier à ça. Tu vois, il aurait pu faire ça autrement, tu vois. Enfin, il dit, à la base, il aurait pu être fidèle à sa pensée initiale en disant qu'il voulait pas intégrer de modernité ou d'éléments de téléphone ou des choses comme ça dans le film. Et il aurait pu, je sais pas comment, mais il aurait pu se priver de ça. Et au fait, il s'est dit, bah tiens, en fait, puisque l'on fait, moi je le fais aussi, tu vois. Enfin... Ouais. Enfin, moi, après, je pense qu'il y a, bon, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport aux intentions. Je pense qu'il y a aussi des intentions dans le film de décrire la modernité actuelle avec les réseaux sociaux, donc l'utilisation inévitable du smartphone, comme étant quelque chose de déviant. Bien sûr, bon, je vous laisserai développer, tout le monde va tous être d'accord pour dire à quel point c'est idiot et c'est mal amené. Moi, juste après je vous rends la parole, juste pour dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au personnage à qui tu t'identifies, à qui tu es content de voir mourir ou quoi, dans le premier Massacre à la tronçonneuse, et c'est ce qu'ils essayent de récupérer là, c'est que la victime originelle, c'est Leatherface. Leatherface, en fait, il défend son territoire parce qu'on vient chez lui, on vient l'emmerder et il a peur, il a apeuré. Dans la version de Toby Hooper, c'est ça. Et ici, quand Leatherface il trucide des gars, c'est parce que on vient chez lui, on essaie de le déloger et on a fait du mal à sa maman, sa mère putative pour le coup, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a agi comme ça. Donc moi, me dire que Leatherface est une victime, sur le moment, ça me convient. Le seul souci, c'est que en 1974, je pense principalement au personnage interprété par Marilyn Burns, tu as de l'empathie pour elle, tu as même plus que l'empathie, mais tu as peur pour elle. On pense à la séquence du dîner, où tu es partagé entre ta peur viscérale pour elle, en même temps, tu comprends pas les autres cinglés, mais éventuellement Leatherface qui est une victime, donc tu es partagé entre plusieurs sentiments. Là, Leatherface, bon, il est ce qu'il est, et puis pas de façon pas développée, on le voit à peine, enfin tout est ridicule. Mais les gamins qui débarquent, ben non, tu ne ressens rien pour eux. Tu n'as ni pitié. De l'antipathie seulement. Ouais. Et ce qu'ils auraient dû faire, enfin je veux pas lui dire ce qu'ils auraient dû faire, mais moi je trouve ça intéressant, c'est de prime abord de nous dire voilà, on va parler de la gentrification, on va montrer comment on déloge une vieille dame. Mais les thèmes, sont ok. Les intentions sont franchement, je les trouve plutôt chouettes. Dire qu'on est dans un monde de la représentation, voilà, et de l'utilisation des réseaux sociaux qui sont néfastes ou quoi. Pourquoi pas? Moi je dis voilà, tu t'inscris dans une époque, ça peut être très bien.
Mais sauf que c'est loupé à chaque fois. Il y a pas un truc, tu vois, dans l'intention qui fonctionne. Les personnages sont des grosses caricatures aussi. C'est déjà ça, c'est très désagréable. Enfin, c'est pas que c'est désagréable. Tu adhères pas ou tu achètes pas un seul instant les bonhommes qui arrivent en Tesla au milieu de la poussière. Puis effectivement, et l'autre personnage, j'ai oublié son nom, le mécano qui est le dernier gars du village. Oui, qui est la figure. Lui, c'est la figure redneck et en plus, il a une sorte de comment dire, pas une bien-pensance, mais redneck justement, où il leur dit voilà, vous êtes ces gens qui venaient gentrifier le truc et vous marchez sur tout le monde pour. Mais il est gentil quand même. Oui, non, mais en fait, c'est ça qui est ouf, parce qu'il est gentil, lui, il est neuf, alors que c'est le bouseux du coin, faut quand même dire le truc, et qui empêche les gens de circuler, donc il leur prend les clés pour vérifier. Attention, il fait figure un peu d'autorité aussi. On va voir si vous aviez raison ou pas d'aller embêter cette vieille dame. Donc déjà, c'est inintéressant. En termes de dialogue. Là, on voit aussi comment on développe des personnages féminins, à quel point on a perdu avec les années. En 74, le personnage de Marilyn Burns n'est jamais sexualisé, à la différence de la plupart des slashers qui viendront par la suite. Les Halloween, les Freddy, Vendredi 13, peu importe. Ce n'est pas son cas, elle. Tu vois, on est en 74, c'est un film éminemment politique. Quand ils font un remake en 2003 qui est produit par Michael Bay, donc c'est un remake avec Jessica Biel, j'adore Jessica Biel, voir la plastique Jessica Biel, ça me réjouit. Mais sauf que il y a pas plus miso, c'est que là on fait plan fesse, plan nichon. Donc on n'a rien compris, tu vois. C'est un Marcel Blanc qu'elle a. C'est ça, qui est mouillé, tout ce que tu as avec un chapeau de cow-boy, elle est magnifique, mais sauf que les gars n'ont rien compris au film. Enfin c'est une playmate quoi. C'est ça, ils ont pas rien compris à la portée politique du film de 74. Donc là les mecs se disent nous 2020, on va pas faire ça, on va pas sexualiser nos personnages féminins. Donc du coup, moi je trouve ça plutôt bien. Mais du coup, on en fait quoi? L'inverse. On en fait des victimes. Des victimes en plus. Ça aussi, c'est bien, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais ça me parle pas du tout quand on fait d'une des deux filles une victime d'une des tueries, tu sais. Non, mais tu te rends compte, en plus, la bêtise du truc, c'est une victime. C'est une victime d'une tuerie. Moi, comme je dis à chaque fois, moi, j'ai pas d'a priori. On me présente ça, ok, je veux bien. Sauf que la meuf, c'est une victime d'une tuerie. Première séquence, allez tiens, l'autre, le redneck, lui balance un flingue. Ouais, joue avec une arme. Tu vois, pour te dire à quel point on est débile. Tu vois, pour te dire à quel point les personnages, tu vois, il y a pas d'interaction, de fonctionnement, c'est dans la manière d'interagir avec les personnages. C'est de te dire, voilà, on va être un peu dans la provoque. Tu vois, et puis même c'est sans finesse, on te dit aussi, scénaristiquement parlant, regarde l'insert que je te fais là, enfin ce plan ou cette petite scène que je te fais, tu vas bien comprendre que ça c'est important. D'accord? Et donc tu sais très bien que ça va se finir par cette fille qui a en l'espace de 30 secondes, même pas vaincu l'appréhension de l'arme qu'elle a, veut utiliser cette arme un peu plus tard dans le film. Donc en fait, en plus, tu sais que ça va être cousu de fil blanc. Et c'est... en fait, tout met les pieds dans le plat à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ramener la vieille actrice. Et le comeback alors ça, c'est la cerise sur le gâteau de ma déception. Oh, j'ai failli quand même, j'attendais rien, je suis pas déçu. Non, mais quand il la soulève avec la tronçonneuse. Ouais. Non, mais c'est... Non, mais alors, pourquoi elle est là? Parce que, en plus, passage de relais, Marilyn Burns est morte. C'est mauvais, Jack. L'actrice Marilyn Burns, est décédée. Donc, elle pouvait pas revenir. Donc, il faut juste penser à un truc. Les fans de 1974 connaissent Marilyn Burns, ok? Mais elle n'est plus revenue dans d'autres épisodes. Si elle est revenue, je crois, c'était dans le 4 ou un truc comme ça, mais elle rejouait même pas ce rôle-là. C'était plus sur un caméo. Elle n'est pas inscrite comme Laurie Strode, c'est dans Halloween, dans la mythologie, tu vois, de Massacre à la tronçonneuse. Donc, le gamin qui regarde Massacre à la tronçonneuse, il voit ce personnage, il dit mais c'est qui cette vieille? Il sait pas qui c'est. Il s'en fout. Et toi, qui connais le personnage et qui connais Marilyn Burns, tu te dis, vous avez souillé son... Mais non, mais sur le moment, tu dis, mais c'est qui cette vieille? Parce que c'est pas elle. Elle se ressemble pas. Sauf que du coup, on va te montrer un Polaroid. Non, mais il te l'explique, ils expliquent. C'est ça. On remet le Polaroid. Mais c'est ça. Ils sont obligés de te l'expliquer. Parce que si le personnage, déjà, si l'actrice était encore vivante et si le personnage, tu vois, avait marqué toute l'anthologie, tu vois, de Massacre à la tronçonneuse, elle serait apparue, t'aurais de suite compris. Sauf que là, il faut quand même se rendre compte que le personnage est quasiment voisine de Leatherface, mais elle a attendu... c'est ça, elle a 2 villages après. Elle a attendu 50 ans. Elle a attendu 50 ans pour le choper. Et en 2000, c'est réglé. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que justement, t'as Laurie Strode, qui fait son comeback, c'est dans le Halloween, les derniers Halloween qui sont sortis, qui sont réalisés par, je sais plus comment il s'appelle le gars. Là, il y a Halloween Kills, et puis il y a machin. Ouais, attends. Le nom m'échappe maintenant, bon, peu importe. Et donc, du coup, ils surfent sur ça. Ils se disent, bon, ça a marché avec Halloween, allez, on fait revenir la vieille. Mais sauf que ça ne fonctionne pas et c'est mal amené. Le personnage Marilyn Burns, c'était un personnage, mais qui était hyper bien, qui était vachement bien écrit, c'était un personnage formidable. Mais ce que vous avez fait là, c'est pas un hommage, c'est cracher sur sa dépouille. Exactement. C'est une horreur.
C'est ça. Ouais, en Ils plus, ont souillé ce qui est ouf, c'est qu'il se veut, alors je dis pas de bêtises, mais il se voulait un peu donc requel, ou c'est-à-dire on revient aux sources, on fait table rase normalement de tout ce qui a été fait à la suite du premier, et on prend directement la suite du film de Hooper. On est d'accord? Ouais, c'est ça. L'idée, Ouais, c'était ouais. ça. C'est Ok. ça, c'est le mix entre le séquel, requel, machin. Mais c'est en plus, alors donc, si tu dis, je veux être fidèle à l'idée, machin, enfin, je sais, peu importe ce que tu peux vouloir dire, ils sont diamétralement opposés dans la réalisation et dans le comment dire, c'est presque un film d'auteur le premier si on a envie, tu vois, et puis Ah c'est oui, carrément du clairement. film du Nouvel Hollywood dont tu nous l'expliquais, et puis votre émission dessus, elle est très claire aussi, elle l'explique vachement bien. Et c'est l'autre truc, c'est l'antipode, c'est le cahier des charges. C'est le truc, vraiment, tu vois, on s'en fout si ça n'a pas de sens. C'est mal écrit, je te torche ça en 1h20. Alors bon, je veux bien qu'il y ait eu des problèmes de production et de distribution de machin. Ok, ça a été le foutoir, ça a changé de réal c'était compliqué. Ok. Mais c'est, il me semble, non, c'était pas, c'était Ouais, un très, premier... très rapidement en fait, c'est effectivement Fede Alvarez qui produit ça. Ils ont mis 2 réals en place. Au bout d'une semaine, tout ce qu'ils avaient tourné, ben ça a pas convenu. Ils ont viré les rushs, ils ont viré les gars, et le nouvel arrivant, le mec il a dû tout reprendre à zéro. Donc déjà quand t'entends ça, Covid, ok. ça pue du C'est cul. compliqué. Déjà tu sais que voilà c'est mal embarqué. C'est déjà dur, effectivement. Mais comme tu dis, quelles que soient les choses, ok, comme tu dis, peu importe les choses dont on veut parler et les sujets qu'on veut traiter, tout est amené avec des gros sabots. Voilà, tout est amené avec des gros sabots. Il y a quelques gens qui se réjouissent des scènes gore. Ah, franchement, si tu veux du gore et des trucs, t'as des scènes qui sont beaucoup plus sympas dans d'autres films, bien mieux faites. Cerise sur le gâteau, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a déjà, en plus, si ça peut me gâcher des films déjà que j'apprécie pas spécialement, mais les comebacks de Mamie vengeresse à coup de fusil à pompe, qui en plus, ça fait 50 ans qu'elle attend de lui coller une bastos dans la tronche, une fois arrivée en face, elle bégaye. Ok, moi il m'a Ouais, c'est perdu pathétique. complètement. Ouais, Et franchement, bon, je sais pas. rappelons nos auditeurs que le massacre à la tronçonneuse de 1974 est une pure merveille. Ah non, on adore ça. Et qu'on avait fait une Et émission dessus. qu'on a fait une émission qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous cherchez La Nuit américaine, Massacre à la tronçonneuse, et vous trouverez l'épisode long sur Massacre à la tronçonneuse. Absolument. Qui est une pépite, quoi. Enfin, je parle pas de l'émission. Les deux. Mais... non, mais je parle. Les deux, le film est très bon, et tout ce qui s'est passé autour du film est excellent. Ouais. Et bon, il y aurait tellement de choses à dire, et on n'a pas parlé de l'âge de Leatherface qui doit avoir 70 balais maintenant et qui ça court aussi. quand même. Non, mais je veux dire, attends, comme ils un nous en lapin, tu sais, il est quand même un peu robuste. Dans les interviews que j'ai pu lire, il disait qu'il avait 60 ans, mais au final il a pas 60 ans, puisqu'en 74 dans les premiers films il avait une vingtaine d'années, 20 ans. C'est ça. Et donc il y a eu 50 ans entre, donc moi je sais compter 50 plus 20, ça fait 70, ça fait pas 60 ans. Ils ont tous les deux dit qu'il avait 60 ans maintenant. Même, de toute façon, ils en ont fait un boogeyman comme Jason, c'est-à-dire il est plus humain. Il prend des balles à bout portant et il s'effondre et il se relève tout le temps. Il sait plus du tout ce que c'était Et puis le personnage de Toby Hooper. Comme dit, si on fait table rase de tout ce qui a été fait jusque-là, au début, c'est ça en plus qui lui donne ce côté très spécial. C'est que c'est un homme qui a une stature physique impressionnante et qu'il est vraiment, c'est une force de la nature et il est dérangé, donc il est très dangereux, mais il reste humain. Et c'est là que la menace est très pesante et cette ambiance très poisseuse, c'est ça qui fait que ça pèse. On peut faire en fait un parallèle avec un autre personnage, c'est le Frankenstein, la créature de Frankenstein. C'est en fait la créature qui est plus humaine que les humains, et lui aussi il a une humanité en fait qu'il partage avec Frankenstein. C'est cette humanité qui est motivée par la peur de l'autre. La crainte, tu vois, la créature de Frankenstein, c'est ça. C'est avoir comme ami une petite fille, mais ne pas savoir faire, la briser, c'est fuir, en fait, la menace, tu vois, de la population. Et Leatherface, c'est ça. Il se terre chez lui parce qu'il a peur de l'autre. Il est une menace parce que physiquement, il est extrêmement impressionnant et qu'il pourrait tuer n'importe qui. Mais il a peur. Son humanité s'inscrit dans la peur de l'autre. Dans sa relation avec sa mère, enfin, il y a des moments où le seul moment où tu vois qu'il est humain, c'est effectivement quand tu parles de 74 là? Non, celui de maintenant, celui où il se met, où elle est cachée dans le dressing là, et il se met à renifler la jupe ou les vêtements de sa mère. Il y a un côté fétichiste. Bon, bref. On aurait pu parler en train de renifler les bas de mamie, là. On aurait pu parler aussi du côté gore du film, parce que là, il y a quand même de quoi dire. Mais, mais franchement, on va passer à la deuxième actualité. Ah bah, d'accord. Non? Tu veux rajouter quelque chose? Alors, mais non, mais moi, je te suis. Okay. Maintenant, je sais qu'on va s'épouser, qu'on va se marier en Italie. Alors là, mon pote. Ok, la deuxième actualité, on va parler du film The Power, sorti en salle le 16 février, un film de Corinna Faith.
C'est un peu dur à dire, mais c'est ça. Qui a vu ce film autour de cette table? Oh, nous, moi. Moi, j'ai vu. Toi aussi, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Non, Eleanor, elle n'a pas vu non plus. Toi non plus, Non, tu l'as pas pas vu non plus. Le petit pitch, Vas-y, alors, mec. pitch rapide. On est en 1974, si je ne m'abuse, dans un contexte social où il y a une grève de mineurs, où en fait l'Angleterre est privée d'électricité toutes les nuits. Enfin même à plusieurs moments de la journée, mais surtout la nuit. Ouais, c'est une grande période où justement, comme il y a la grève des mineurs, pour essayer de limiter la consommation pendant plusieurs nuits, à partir de janvier à mars, ils ont souvent fait des coupures dans la nuit. Donc imagine, ils font pas les coupures en été, ils les font forcément entre janvier et mars, donc ça caillait quoi. Donc c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui arrive comme nouvelle infirmière dans un hôpital, et elle est chargée. En fait, on lui dit tu viens d'arriver. Tu vas t'occuper, tu vas rester là pendant la nuit, pendant les coupures, et tu vas t'occuper du service, pas réa, mais un truc dans le genre. Du fait de la coupure, quand il y a des coupures comme ça, oui, ils évacuent dans un hôpital central. Mais il y a certains patients délicats qu'on peut pas déplacer. Ça. Donc elle est chargée pendant la coupure. Ils ont un générateur qui leur permet d'avoir un minimum et de maintenir ces gens-là hospitalisés ici. Et il y a quelques services, très peu, et donc aussi en personnel ils sont très peu nombreux, et du coup ils ont tout est plongé dans le noir. Voilà. Et évidemment il reste donc les services, je pense que ça doit être la néonate ou les bébés, ça, la maternité. Et l'autre service, ce sont les très longues durées, les patients qui sont dans le coma. Donc elle est chargée avec d'autres de surveiller ce service-là. Elle s'éclaire à la lanterne au pétrole, c'est ça, Voilà, c'est ça. Et puis il se passe des choses dans le noir quand tu es dans une clinique perturbée. C'est un film d'horreur. C'est un film d'épouvante, mais plus. En fait, et puis surtout on nous fait comprendre dès le début qu'elle a une très sérieuse appréhension du noir. Il y a quelque chose qui se passe quand elle fait des cauchemars, elle se réveille, elle allume les lumières et il lui faut. Et dans cet hôpital, il s'est passé des choses, et donc il y a quelque chose qui réapparaît. En gros, c'est ça. Voilà. Il va se passer des trucs. Donc du coup, c'est un premier film. Et moi, j'ai toujours petit budget. J'ai toujours une sympathie pour les premiers films, parce que le film est pas exempt de défauts. Il y en a quand même pas mal. Mais j'ai trouvé ce film plus que plaisant, très intéressant malgré les différentes lacunes qu'il a, parce que les petits films comme ça qui traitent à la fois de possession, de fantômes, c'est un rape and revenge movie aussi. Il y a ce fond social, tu vois. Il y a des références, tu vois. En filigrane quand même, c'est bien amené, moi j'ai trouvé. Ouais, parce que je l'appréhendais assez mal, moi, de sa bande annonce. Je fais encore une fois l'erreur de regarder une bande annonce, tu vois. Et j'y allais un peu à reculons, en fait, et j'étais aussi agréablement surpris. Non, c'est une petite chose, un peu fragile comme film. Moi, je le verrais bien en double programme, c'est avec même s'il a pas la même ampleur, mais avec The Nightingale, tu vois, qu'on avait traité. Je trouve que non, mais de par ce qu'il traite, c'est de l'omerta, tu sais, d'autant plus dans le milieu hospitalier. Dans le milieu hospitalier, à cette époque-là, parce qu'on parle de jeunes filles abusées, tu vois, ce genre de choses. Et oui, enfin, quelque chose qui pourrait encore s'appliquer encore aujourd'hui, mais qui est encore plus prégnant dans les années 70, quand les gens savent mais ne disent rien parce que c'est institutionnalisé, qu'il y a une certaine différence à la corporatisation, tu vois, du milieu, de monsieur le professeur, du docteur, machin. Ouais. Et mais moi, j'ai bien aimé le film. Il y a quelques petits trucs. Voilà, je veux pas le citer parce que c'est un peu anecdotique, mais quelques petits trucs qui me chagrinaient un petit peu dans la mise en scène, dans la manière de placer certaines fois la caméra pour nous exposer certaines choses. Mais peu importe, j'ai trouvé que c'était une belle petite chose. Effectivement, comme Mike dit, le noir qui est vecteur de peur, mais de peur, ce qu'on comprend tous, c'est dans n'importe quel film d'épouvante, tu vois, parce que le mal peut surgir, mais c'est aussi c'est révélateur des peurs qui sont enfuies en nous, parce que ce que elle vit, on n'a pas les mêmes traumas. Mais on le vit quand même en regardant. On le vit aussi, mais tu sais que toi dans le noir, ça fait surgir aussi certaines choses, et je trouve que tout ça, c'est bien décrit. Il y a un travail qui est bien fait, justement, c'est là que
Alors, je veux peut-être pas tirer un trait entre le premier Massacre à la tronçonneuse et celui-ci, là. Mais il y a aussi une utilisation diégétique du son. Oui, Tu t'as vois, raison. il n'y a pas tout beaucoup à de fait. musique. En fait, on se sert énormément du son ambiant, des éléments, tu vois, Des bruits métalliques, du monde. Voilà, c'est-à-dire c'est très organique, c'est très ancré dans ce qui est en train de se passer. Et du coup, t'as une vraie plongée dans une sorte de réalisme. Quoi. Ça accompagne tout le vis film. vraiment. La lumière, c'est la même chose, comme on est plongé dans le noir. Alors après, le contexte fait que, mais on utilise très bien la lumière naturelle qui est celle de la scène. Tu te sens oppressé aussi un peu Absolument, À fond, tout oui, le temps. à fond. Et d'ailleurs, il y a aussi un clin d'œil. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait, c'est un clin d'œil, c'est-à-dire que cet hôpital fonctionne avec un générateur. Et le générateur fait ce bruit de moteur. Parce qu'à un moment, il tombe en panne et elle doit aller le relancer. Oui. Non, il y a pas, non, il y a pas un truc comme ça. Je sais plus. non, elle relance pas le générateur. Non, mais elle doit à un moment donné. Enfin bref, elle a des moments obligatoires. En plus, Elle Elle alors, appelle Jack Nicholson qui vient le faire comme dans Shining et ça se passe très non, mais il y a mal. des moments où forcément elle se rend dans la zone où on entend et il est très proche et il y a vraiment on ressent un peu la même oppression qu'on a au début de Massacre à la tronçonneuse quand il s'approche de la maison et qu'il y a le générateur qui tourne Ah oui, le et fameux. qui te met une ambiance comme ça tout de suite un peu folle quoi. Et elle a tourné dans une clinique désaffectée, une vieille clinique désaffectée, Bah, je crois. Juste pour l'anecdote, pour vous dire, je sais pas, tu te rappelles quand j'étais un de mes premiers boulots, où j'ai travaillé à l'hôpital et j'étais standardiste là-haut et je faisais les postes de nuit. Peu importe le bâtiment dans lequel tu es, quand tu es dans des grands bâtiments comme ça, quand t'éteins Surtout la psychiatrie. non, ça, il y avait pas de psychiatrie là où j'étais. Mais si t'éteins toutes les lumières, peu importe, même dans un collège, à l'époque, ça nous est aussi arrivé dans les C'est anxiogène. Bah, dans mon un lit, moi, gymnase. j'éteins la Parce que lumière, le j'ai mec, peur. il est dans sa chambre. Dans ma chambre, j'étais à la lumière, j'ai peur. quand Je t'es suis dans un désolé. gym ou quoi, qu'il n'y a pas de lumière et que t'es dans un autre contexte et que c'est le soir, c'est pas du tout la même Tu ambiance. rigoles tu vois. pas, ça c'est clair. Alors, Et, à l'hôpital, et comme en plus elle vient d'arriver, et comme l'expliquait Mathieu, c'est un milieu très particulier. Et en plus, les personnages sont un peu vicieux, tous, hommes, femmes. Hein. elle maîtrise pas les lieux non plus. En fait, ils s'en prennent à elle dans le sens où c'est un peu la souffre-douleur. Et comme c'est son premier jour, elle est déjà terrorisée, elle, de devoir bosser dans le noir. Mais la surveillante en chef, qui est une teigne, c'est une horreur au début du film. Tu sens qu'elle veut lui en faire baver. Et du coup, elle l'oblige tout de suite. Elle dit, pour le premier jour, j'ai besoin de toi, tu vas rester là cette nuit. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve d'emblée obligée de rester là. Et les 2-3 autres personnes qui sont là pour bosser sont aussi assez mauvaises avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est bon, on pourrait supposément voir la chose venir, mais quand tu dis c'est que la chef là c'est une teigne, donc elle lui rappelle qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter, que tu ne t'adresses pas au docteur comme ça et machin. Mais en fait, bien sûr, quand le film s'achève, tous ces avertissements qui ne sont pas à ce moment-là des avertissements, mais qui sont des ordres, tu vois, sonneront comme des avertissements et prennent une autre dimension. On va pas spoiler, tu vois, mais c'est pareil, c'est que dans les dialogues ou dans la position des personnages, c'est bien amené parce qu'il y a un sens après. Et je trouvais que le film était assez finot à ce niveau-là. Après, il y a une espèce de coup, pareil, qu'on va pas dévoiler, il y a une espèce de coup de théâtre qui semble un petit peu évident, tu vois, malgré tout, c'est parce que quand tu as un coup de théâtre, ça suppose que ça se fonctionne avec un personnage que tu as déjà vu. Comme les nombres de personnages est quand même extrêmement limité, tu es un peu surpris tu n'es pas surpris, tu dis bon bah de toute façon c'était soit Michel soit Paul. Bon voilà, c'est Paul. OK, mais tu vois, il y a pas tellement de surprise, mais c'est pas grave parce que malgré tout, ça fonctionne. C'est dans le déroulement plutôt que Ouais. tu prends du plaisir à Oui. regarder le personnage évoluer et puis voir. OK. Non, Franchement, bien C'est pas amené. trop long. Moi, j'ai pas vécu Non, ça. je crois non. que c'était 1h20, Après, il a- 30, non, je sais plus. ça doit durer 1h30, mais 1h30, franchement, tu vas pas être Après, pressé. comme il est dans le noir et comme je disais tout à l'heure, c'est basé sur beaucoup de choses qui sont inhérentes à l'ambiance et au milieu dans lequel elle évolue. Il y a une volonté aussi de calme. Par certains, elle est dans le noir et dans le silence, c'est pas compliqué. Mais en fait, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Les scare jumps sont distillés et sont à chaque fois efficaces. Ah oui, moi j'ai Moi, sursauté. ils ont fonctionné. Tu sais quoi, j'avais Oui, Dans il fonctionne. Conjuring un peu. non, j'avais des Ouais. Attends, attention, instant moquerie, vas-y. Il y a un jump scare à un moment donné dans le film. Moi, je l'ai pas vécu tant à l'écran, mais je l'ai vécu à côté de moi. Parce que il faut savoir que quand il y a un jump scare, il y a une phrase qu'il faut absolument sortir, mais très fort pour que tout le monde l'entende, c'est putain sa mère la pute. Et là, j'ai mon camarade Mike qui gueule ça, mais pas juste il le murmure, il fait putain sa mère la pute. Je fais, oh, calme-toi Michel. Donc moi j'ai eu plus peur de Mike que la séquence de film. Non, Mais- il faut que ça a mais- fonctionné et en plus je me disais pas c'est cucu, c'est nul, en fait ils sont tellement bien amenés
ils sont vraiment Que c'en est efficaces plaisant, Et ce quoi. qui- et que c'est agréable. Et ce qui est bien, c'est que donc j'ai lu que c'était tourné dans une clinique, mais c'était tourné uniquement dans dans les mêmes couloirs, dans les mêmes salles, dans les mêmes couloirs. Et en fait, la réalisatrice, elle a donné un code couleur à tous les services dans la clinique. Tu vois ce que je veux dire, pour donner une épaisseur au bâtiment, une grandeur et un sorte de labyrinthe. Ouais, ça va du etc., pipi au tu vois. cacadois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Et alors que ça s'est joué juste sur deux. c'est Et pas moi, bête. ça a fonctionné parce que Ouais. j'ai eu cet sentiment de grandeur et d'un bâtiment gigantesque où, Ouais, alors il que te balade c'était bien. un couloir. Elle te balade bien, ouais. Alors là, franchement, mais t'as entièrement raison. Ça me faisait penser, alors, dans une certaine mesure, à ce qu'avait fait McTiernan quand il fait Piège de cristal, où tu sais, dans les coursives et puis dans les différents, tu vois, T'as aussi décors. l'impression de trimballer dans tout le C'est building. ça. quoi. Et en fait, ça annonce en fait comment les choses vont se répercuter. Toi-même, comme le personnage de McClane, tu vois, tu sais déjà comment il va se déplacer, s'il se déplace là, quelle importance ça va avoir, ce que ça montre. Et là, je trouvais que putain, elle avait bien réussi son intégré, coup, tu vois, ce principe de mise en scène. C'est que déjà, effectivement, t'as ce sentiment d'immensité, mais c'est surtout que quand elle se déplace quelque part, même le côté labyrinthique, malgré tout, enfin, en tout cas, moi, je n'étais On pas repère perdu. les lieux. Voilà. Exactement. Tu te repères, tu savais Parce qu'elle que- te donne un code couleur et tu te repères aussi, toi. c'est ça. Et donc, du coup, tu sais, et si tu vas là, il peut potentiellement se passer ça, machin. Et donc, c'est là où la force, quand même, de la mise en scène. C'est pour ça que je pense que pour un premier Il est film, bien foutu, ouais. je trouve que c'est bien foutu, avec peu de moyens. Ça se voit, que c'est fait à l'économie. Et, Bah, dans les pièces, il y a rien de spécial. Ah Il y a ouais. un lit, il y a deux, T'as rien trois besoin lits. d'avoir. c'est qui est ça. cool. et c'est pour ça que je me dis, bon, bah, cette dame, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire Et par la suite. aussi souligner quand même, enfin, pour ma part, en tout cas, L'actrice ah, Ah ouais, l'acting bien. de l'actrice principale, donc Rose Williams. Moi, ça me dit Connaissais rien. Je sais pas si qui joue Val. Impressionnant. Franchement, je me suis demandé quand elle. Pareil, je veux pas trop en raconter, tu vois, mais il y a des moments où elle joue. Je me suis demandé qui m'avait fait peur à ce point-là dans son jeu. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un visage un peu poupin. Et que dans certaines séquences, bon, De on va dire, possession. voilà, on va dire, elle est possédée, tu vois, il y a, bon, avec tous les gimmicks que tu peux avoir dans les films de possession, mais ça fonctionne vraiment bien parce que justement, il y a cette dichotomie entre ce visage poupin et ce qu'elle est capable l'exorciste. ouais, c'est ça, avec les contorsions, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça c'est assez dingue. Effectivement, ça fonctionne super bien. Ouais. Honnêtement, moi, Vous recommandez. clairement, au début, Ouais. en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ça va être un truc truffé de jumpscare. Ah non, Voilà, ensuite, j'ai Tant regardé que La ça. Nonne il y a pas très longtemps, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu trauma là. J'ai plus envie d'aller voir des trucs comme ça. Et c'était vraiment. Il y en a, même si j'ai sursauté une fois, mais je crois que deux fois, ouais, Deux voilà, fois. ouais, deux fois. La première était plus impressionnante. La deuxième, t'étais plus dans la retenue. Ouais, Tu c'est fais, ça. c'est bon, j'ai peur, mais ça va. Ouais, mais j'en ai pas eu tant que ça. Deux dans un film, ça me va. Ouais, non, mais c'était chouette. Donc, merci. En fait, juste pour revenir, juste pour en fait enchaîner sur ce que disait Jules, ça, il a raison. On se retrouve avec des films actuellement, des films de possession, La Nonne et compagnie, donc tout l'univers de Conjuring. Et pour une fois qu'on a le droit à un film qui sort en salle et qui est un film britannique, qui n'est pas associé, tu vois, à toute cette mouvance des films de James Wan et compagnie, bah moi, Ça fait plaisir. bah c'est pour ça que j'avais envie d'y aller aussi. Je me suis dit, là, ça m'intéresse. Il a fait la tournée des festivals, on l'a enfin en salle. Moi, j'ai lu des critiques assez négatives, pas forcément de la presse n'était pas tellement emballée, mais de spectateurs qui disaient, bah, c'est un film qui méritait pas la salle, qui mériterait plus d'être sur Netflix ou sur Prime. J'entends ça parce que effectivement, il y a une habitude maintenant de consommer ce genre de programme en SVOD. Mais pour ce que disait Jules, l'utilisation du sound design et même de la photo, je trouvais tellement bien foutu que ça se justifie de voir ça sur un grand écran, vraiment. Ouais, clairement. Donc ouais, chouette film. Chouette film. Merci les garçons. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Les amis. Oui. Eleonore va venir nous rejoindre pour nous présenter ses coups de cœur Loris. Allez. Mais oui, Pas de jeux vidéo, Oui. de la BD. D'accord. Donc revenons. Oui, je sais, mais tu fais la. Bah ouais, je suis déçu. La prochaine fois, je Ah, ferai ok. mieux. Parce qu'en fait, la thématique de la BD m'intéressait particulièrement au regard du film Dernier Face à Face, où on parlait justement de l'importance de l'arme et du pouvoir que ça te confère, hein, surtout dans cette période. Du coup là, c'est une BD qui s'appelle L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, et qui en fait. C'est MacGyver.
MacGyver, il n'aimait pas les armes à feu. Mais non, mais ça Ou se c'est passe, en Cuchillo. fait, C'est une très bonne BD. c'est une très bonne BD. Et donc c'est Putain, mais scénarisé- genre, tu les connais toujours. Oh c'est là ce là. jour-là. Ouais, je la connais aussi. Pour le Je coup, connais, c'est- je connais. en vrai, quand tu connais un peu les BD, c'est des BD très connus. Donc Ouais. voilà. Si tu veux. Non, les BD très connus, c'est Boule et Bill, Tintin et Astérix. Je me raconte. Oui, bien sûr. Eh bien, Très bonne BD. Picsou Magazine. c'est scénarisé par Lupano, donc qui est un oui. des meilleurs scénaristes aussi du moment. Et donc ça raconte en fait l'histoire d'un homme qui s'appelle Maître Byron Peck. Qui est avocat, et donc qui raconte aussi, ça se passe donc dans un western crépusculaire où justement les avocats, les hommes de loi commencent à prendre le pas sur les cow-boys, et qui raconte un peu comment un mec qui à ce temps-là n'aime pas les armes à feu, n'aime pas la violence, survit aussi et se dépatouille d'affaires des fois un peu compliquées. Donc on suit un peu l'histoire de ce mec-là. Voilà, il y a plusieurs tomes, les aventures sont intéressantes à suivre et c'est empreint de beaucoup d'humour parce que Lupano est connu pour toujours avoir une belle touche d'humour dans ses trucs et c'est vraiment drôle. C'est pas juste du sourire, tu rigoles vraiment. Lui, il scénarise et il dessine aussi. Non, scénariste uniquement. Ah, ok. Ouais. Et du coup, c'est une très chouette BD que je conseille vivement si vous aimez même le western violent. Hein, justement, ça donne un pendant un peu parallèle à ce qu'on a l'habitude de voir dans les BD justement de western où il y en a. Eleanor va en parler. Il y en a toute une tonne. Une Donc flopée. une flopée. Donc voilà. Je conseille. Merci Loris. Toi tu vas rester sur Continue. la même Ok. thématique. Alors, 3 BD de style bien différents. Donc, il y a Ghost Kid. Tiens, je te le fais passer. Donc, c'est plutôt une BD aventure. On va suivre l'expédition d'un vieux cow-boy qui est à la recherche de sa fille et qui va être guidé par un jeune Apache, donc qui s'appelle Ghost Kid, qu'il pense être le seul à voir. Et pourquoi ce coup de cœur ? Parce que je trouve qu'il y a de très beaux dessins. On est plongé dans l'univers du western et Ah oui, c'est très beau. oui, qu'on peut retrouver aussi dans des films. Et t'as des planches complètes aussi, c'est vachement bien. Après, dans un deuxième style, il y a Lincoln. Donc ça, c'est plutôt... c'est plus farfelu, c'est une BD plutôt d'humour. Donc c'est Lincoln qui est né de père inconnu, qui est d'une mère prostituée. Et puis il est très très en colère contre tout le monde, jusqu'au jour où Dieu vient vers lui et tente de le convaincre en lui disant qu'il est possible de donner un sens à sa vie. Et donc il va lui donner le pouvoir d'être immortel. Voilà, en gros. Pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et une troisième BD qui a bonne presse, c'est L'Avenin de Laurent Astier, qui met en avant une héroïne qui, sous ses airs de femme charmante, vient dans l'Ouest américain pour en réalité accomplir sa vengeance. Et l'auteur est venu d'ailleurs dans une librairie que j'aime beaucoup qui s'appelle Savabulé, à Strasbourg. On présente. Et il y a plein de dédicaces d'ailleurs prévues pour le mois d'avril, donc allez-y. Ouais, appelez pour faire vos réservations parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut. Ouais. Il y a la queue. Hein. Ouais. Je confie. Ça se bouscule Mathieu au portillon. On va réserver. Hein, oui. On va réserver une séance. Bien sûr. Bon, moi vous allez m'en vouloir, mais j'ai pas forcément de coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur, mais j'ai regardé dernièrement. J'ai regardé. Alors, il y a 2 semaines, on a fait un coup de cœur commun parce que je savais que ça allait être compliqué, tu vois. Et là, aujourd'hui, il y en a pas. Ouais, là pas. Non, moi je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaise dans ce monde. J'en arrive pas. J'en arrive pas. Non, mais juste un clin d'œil sur un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Drunk. Ah oui, Oui. bah oui. Voilà. J'ai vu ce film il y a 2-3 jours je crois et j'ai adoré. Moi qui savais pas de quoi ça parlait, je pensais que ça allait parler de beuverie aux États-Unis, des gens, des jeunes qui allaient se bourrer la gueule entre eux. Et au final, c'est l'histoire de 4 potes, 4 amis qui travaillent dans l'éducation nationale, enfin voilà. Et en Avec fait, Mads Mikkelsen. avec Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Et c'est un film danois, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Et donc du coup, le principe c'est de mettre en pratique une étude qui dit que qu'un être humain a besoin de 0,5 grammes d'alcool dans le sang pour être à la limite, pour être bien et ne pas tomber en dépression et être à la limite Tout le temps bien. tout le temps moment- bien et le- pas de désinhibition, Voilà. à la limite de la désinhibition et pour pouvoir assurer en société avoir Le point parfait. le point parfait 0,5. Pour avoir la confiance. Et donc leur pacte, c'est de après c'était traduire efficacement. Enfin voilà, faire une étude sur ce truc-là. Et donc c'est l'histoire de ces 4 potes qui mettent ça en pratique et tous les jours dans leur vie professionnelle, amicale, ils ont cette limite, mais qui n'arrivent pas à gérer in fine quoi. Donc franchement, j'ai adoré ce film-là. Donc c'était mon petit. Vous l'avez tous coup de cœur. Ouais. Oui. Ouais, moi aussi. T'aimes bien?
Ah bon? Non? Du coup, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut picoler, c'est ça? Ouais. Vous êtes suspect, bande d'alcooliques. Alors, Non, moi j'ai beaucoup aimé le film et on en parlera peut-être une autre fois. Il faudra m'expliquer moi la fin. Oui, pas pareil, ouais. oui, la danse, là, Non mais et le fait qu'ils La se jettent. morale. Ah, la morale. la morale. Que je dis toujours, moi je suis pas en quête de morale, mais je suis des fois en quête de compréhension et par rapport C'est à ce que je veux dire dans la morale de l'histoire. C'est ça, Oui. ouais, dans tout ce qu'on nous présente dans le film, quand je vois la fin, je sais pas. Oui, ils veulent nous emmener, on voilà, sait pas. bon, on va pas spoiler pour les gens parce que c'est un film qui est quand même très intéressant. Ouais. Le cinéaste danois, Ouais, donc le nom m'échappe, c'était un mec qui fait partie du Dogme, c'est avec Lars von Trier, donc voilà, très bon cinéaste. Mads Mikkelsen, il est toujours au top. Mais moi, tout le film m'a plu et à la fin, j'étais là, je me dis mais on se moque de moi en fait là. Ouais. Il y a un truc qui collait plus. Merci Jules, c'est Thomas Winterberg qui a fait ce film-là. Ouais. Donc c'est le gars qui a réalisé Festen. Regardez Festen, ça pour le coup. C'est finalement un coup de cœur quand même. Mais c'est un très bon coup de cœur parce que c'est un film. Je pense on pourrait faire une émission une fois. On fera peut-être une émission l'année prochaine peut-être là-dessus parce que c'est un film, je pense, qui mérite quand même discussion. Il peut, clairement. Surtout pour vous là, que je vois dans votre œil là que il y a le foie qui appelle là. Ouais, non mais c'est intéressant comme film. Mathieu. Bon, alors en fait, moi c'est un bouquin. Je suis fan de western italien, comme je vous ai déjà expliqué, et il y a très peu de bouquins qui parlent de ça. Il y a des bouquins qui sont dédiés à Sergio Leone ou bien même à Corbucci. Il y a eu des bouquins, et il y a Alex Cox c'est un cinéaste britannique qui a écrit un bouquin qui s'appelle 10 000 façons de mourir, point de vue d'un cinéaste sur le western italien. C'est une somme en fait, mais en fait, ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est que c'est véritablement son point de vue à lui. Moi, je suis pas toujours d'accord, donc il référence. Il y a peut-être une centaine de westerns, c'est un pavé, le truc fait 600 pages. Donc il fait un pitch, et puis après, donc il y a la fiche technique, il y a le pitch, donc ça peut sembler un peu rébarbatif, mais ces pitchs sont franchement bien écrits. Et après, il fait son analyse. Il explique, voilà, le film, comment lui le voit, comment il s'inscrit dans le western italien, les résonances qu'il a et quoi que ce soit. Mais même si c'est hyper intéressant, il aime pas Clint Eastwood. Il trouve que c'est un acteur de merde. Il est pas toujours très sympathique avec Solima. Faccia, c'est un film mineur. Tu vois, pour lui. Mais c'est pas grave. C'est super intéressant à lire parce que son point de vue mérite déjà d'être lu parce que le mec, il a de l'expérience, il a beaucoup de culture. C'est très intéressant. J'étais pas toujours d'accord avec lui, mais j'ai appris plein de choses. Donc c'est vraiment un super bouquin. Il est pas donné, il coûte 50 €, mais c'est vraiment un chouette bouquin. Tu rappelles le titre juste? Alors le titre, ça s'appelle 10 000 façons de mourir, sous-titré point de vue d'un cinéaste sur le western italien. Grazie mille. Grazie mille. Merci les garçons, merci Éléonore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter partout, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode au plus grand nombre sur les réseaux sociaux, de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Et on se retrouve au mois d'avril avec 2 émissions consacrées à Parasite et à Nosferatu. Et en attendant de se retrouver, on vous souhaite une belle semaine et puis prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Bisous.